un employé du premier ministre, lui, va vendre ses parts parce que éthiquement, il trouve que ça se fait pas d'avoir des parts dans des intérêts qu'il va devoir vérifier. Mais le premier ministre prend la direction de notre pays avec l'argent des citoyens, investit l'argent dans des projets qui sont très tendancieux, qu'on t'es comme, ouais, t'es pas trop loin de Brookfield. On n'a pas le droit de poser de questions. Puis le directeur de Brookfield nous dit que quand Brookfield s'enrichit, le premier ministre devient de plus en plus riche. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. J'interromps la programmation quelques instants pour vous annoncer une très bonne nouvelle. On s'associe désormais, le balado Il reste du monde, à NordVPN. Ce sont eux qui commanditent l'épisode d'aujourd'hui. C'est quoi ça, NordVPN? Commençons avec le début. L'Internet est au cœur de nos vies, hein, et j'allais dire le Wi-Fi également, parce que quand on est à l'extérieur de chez nous, on cherche des Wi-Fi au café, à l'aéroport, dans un restaurant. Quand on le trouve, on est content, on l'a trouvé, mais est-ce que ça nous permet de naviguer de façon sécuritaire pour autant? NordVPN est là pour vous parce que NordVPN protège vos données. Ça vous permet également de voyager et de pouvoir continuer de regarder le contenu qui est localisé au Québec, hein. Ça nous est tous déjà arrivé d'être dans le sud. C'est le jour de l'an, c'est Noël. On veut regarder le bye-bye, puis c'est bloqué. NordVPN vous permet donc de protéger vos données, de ne pas vous les faire voler, et ça vous permet donc de déplacer la localisation de vos appareils. C'est disponible sur tous les appareils, c'est important de le préciser, tablettes, téléphone cellulaire, ordinateur, télévision intelligente. Vous allez avoir la même connexion, là, c'est la même vitesse. Comment ça marche? Vous allez dans la description, pesez sur le lien, et ça vous permet, si vous cliquez sur ce lien-là, d'avoir droit à 4 mois gratuits. Vous pouvez connecter 10 de vos appareils avec cet abonnement-là. Ça, c'est les appareils de toute la famille. Sinon, vous prenez 1 mois, vous payez, et si vous n'êtes pas satisfait, il vous rembourse. Allez, bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue à un épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que c'est la première fois qu'on reçoit un député élu de la Chambre des communes. Gabriel Hardy, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui. Parce qu'on a reçu Amir Kadir, qui est un ancien élu. On a reçu Charles Milliard, qui n'était pas encore chef du Parti libéral. Mais puis la Chambre des communes, on n'a pas encore touché à ça ici au podcast. On dirait que la politique fédérale pour les Québécois... C'est plus loin. Il y a beaucoup de monde qui voit ça plus loin. Évidemment, c'est une politique peut-être moins de proximité, moins au Québec, on en entend un peu moins parler, c'est les gros événements. Mais c'est très stimulant, puis il faut que les gens s'y intéressent. Mais c'est un piège, hein, de ne pas s'intéresser à la politique de son propre pays, là, je veux dire. En général, pas s'intéresser à la politique. Je pense que c'est un minimum à faire dans une démocratie où est-ce que ton droit de vote est important, mais il faut que tu saches pourquoi tu votes, puis pas juste une fois aux 4 ans. C'est pas de connaître chaque politicien puis chaque détail des projets de loi, mais au moins de s'intéresser à la direction que prend ton pays parce que tu vis dedans. Donc, c'est important que, en bout de ligne, je crois que ton opinion compte dans l'équation. Puis c'est tout le temps une danse. Moi, je dis souvent au monde que les députés ont une responsabilité de rendre la politique intéressante autant que les gens ont la responsabilité de s'y intéresser. Fait que, moi, je suis un grand sportif, fait que je fais souvent des parallèles, exemple, avec le golf. Il a été pendant combien d'années que le golf, c'est un sport de personnes plus vieilles, moins attirant, les jeunes ne jouaient pas jusqu'à Tiger Woods. Nike. Et là, boum, le golf a explosé, est devenu intéressant. C'est le même sport qu'avant. Mais ils en ont fait de quoi d'intéressant. Donc, il y a une responsabilité à prendre aussi du côté du produit. Puis après ça, la population peut s'y intéresser plus. Mais est-ce qu'on peut dénaturer la politique? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Parce que si la politique, c'est un truc qui semble être un peu distant, noble, puis qu'on dit, non, il faudrait que ça soit plus proche des gens, est-ce qu'il y a un niveau, il y a un seuil qu'on peut quand même pas franchir? Parce que ça deviendrait peut-être un petit peu trop bonbon, là. Je pense que c'est important, puis c'est vraiment une bonne question. La ligne est mince. Il ne faut pas que ça soit loin du monde. Je veux dire, nos institutions sont là pour nous servir, c'est pas l'inverse.
Alors, c'est important que les institutions restent tout le temps proches de la population qui fait en sorte que les institutions existent. De l'autre côté, tu veux quand même garder un caractère, une révérence parce que, tu sais, moi, je donne souvent l'exemple quand je suis rentré au Parlement, il y a des marches. Tu sais, on est dans le West Block maintenant parce que le vrai Parlement est en réparation. Puis il y a des marches pour monter à la Chambre des communes. Puis à chaque fois que je monte dans ces marches-là, c'est comme une programmation neurolinguistique, quasiment mon cerveau. Là, puis c'est comme baisse la tête. Là. Ici, tu représentes beaucoup de personnes. Tu n'es pas là pour toi. C'est honorable, c'est comme, soit en révérence quand tu fais ça. Puis je pense que c'est important que les politiciens aussi, à un moment donné, se le rappellent, ça. Fait, puis la population aussi en général, qu'il y ait un respect de ceux qui mettent leur carrière, peut-être leur vie de côté pour le bien commun. Puis se dire, ben on est là pour représenter l'ensemble. Donc c'est un beau ballon à garder, mais qui est excessivement important. Je vais te présenter comme du monde, député du Parti conservateur du Canada. Oui. Tu as été élu il y a un peu plus d'un an. Et le 21 mai, j'ai été élu, donc on est au mois de mai présentement, ça fait un an que, pas élu, mais que j'ai été assermenté. C'est Fait ça, que parce j'ai que été élu l'élection, au c'est début. avril. Ouais, fin avril, ouais. Fait que tu es un jeune député. Oui, ouais. Puis moi, je le sais pour avoir. Bon, mon père a fait de la politique. Dans la première année, il y a plein d'affaires qu'on réalise. La Ouais. politique, tu sais, on dit les gens sont loin un peu, mais même les gens qui n'ont pas encore fait de politique et qui en font, ils disent Eh boy, c'était pas du tout ce que je. C'est quoi le plus gros choc que tu as eu? Le plus gros choc, c'est une grosse machine. Je suis habitué, tu sais, je suis un entrepreneur de ma PME, je suis habitué de travailler dans la vie. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Là. Les gens, des fois, ils pensent qu'on est relax, là, mais c'est 14 heures par jour, puis c'est intense. Donc ça ne m'a pas impressionné. Je dirais, puis c'est bizarre, mais le dialogue, je le trouve difficile. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute de part et d'autre. Et le Parlement, maintenant, a changé un petit peu. On m'expliquait avant les médias sociaux, avant même les caméras partout, tu sais, que ce qui se passait au Parlement, c'était quand même plus les députés à l'écoute parce que ce qui allait sortir des nouvelles, c'était des fois 3 jours plus tard ou le lendemain dans le journal, ou le rythme était moins vite. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup des clips, qui a des avantages et des inconvénients, mais il n'y a pas beaucoup d'écoute. C'est-à-dire que, tu sais, je vais poser une question, puis je vais me faire répondre, tu sais, je vais poser la question, puis A, puis je vais me faire répondre Z. Puis là, tu es comme, bon, ben OK. Puis là, tu te rassois, puis c'est fini. Là, tu sais, on passe à une autre question ou à un autre député. Fait que ça, c'est peut-être le côté un peu décevant. Par contre, c'est une belle machine, puis c'est une machine qui est énorme, c'est très stimulant à apprendre à la comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Fait que oui, la première année, c'est d'essayer de boire dans une hausse à pompier, là, ça va vite. Mais tu dis que c'est décevant, c'est-tu même insultant? C'est-à-dire, j'ai vu des clips que tu as relayés où tu poses des questions puis on ne te répond pas pantoute. Ouais. Ou alors on fait un petit peu semblant de vouloir collaborer du côté du gouvernement. Puis tu leur dis en pleine face, là, tu dis, c'est pas une vraie tentative de Ouais. dialogue en ce moment, là, vous faites attendre. Tu sais, puis là, vous allez dire ensuite qu'on ne veut pas Ouais. collaborer. Puis, tu sais, ça, c'est-tu décevant ou Ouais. c'est pas insultant? Il y a une, tu sais, je veux dire, la politique, ça reste qu'il y a un côté partisan qui est un peu, tu sais, moi souvent je fais le parallèle avec le monde du sport que je connais plus, tu sais, j'ai souvent dit la joute politique, c'est comme une game de hockey. Tu sais, moi, les joueurs de hockey que j'ai entraînés toute ma carrière, tu sais, j'ai eu des joueurs de hockey qui se sont battus dans un match ensemble, mais l'été, ils s'entraînent, c'est des chums. Mais quand ils sont sur la glace, ils ont fait leur travail. Alors là, tu te dis, comment ça peut se passer? La joute politique, c'est une joute partisane. À l'extérieur, des fois, tu dis, ben là, on est-tu capable de collaborer, faire avancer les choses? Donc ça, je le comprends, cette game-là. Par contre, effectivement, il y a des trucs que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis là, je l'ai vécu un petit peu dernièrement dans les comités, mais de faire perdre le temps à un comité juste pour passer le temps, puis essayer d'utiliser des stratagèmes pour ralentir la machine, je trouve que c'est un manque de respect envers les citoyens. Les gens, tu sais, ils payent des taxes et impôts, puis ils s'attendent qu'on est là pour travailler pour eux. Puis là, t'es comme, on fait des monologues d'une heure, là, genre pourquoi? Pour répéter la même chose, comme on est où, là? Alors, ça, c'est décevant. Quand tu poses une question en chambre, puis tu te fais répéter que le ciel est bleu, puis que, tu sais, comme, OK, pourquoi tu peux-tu juste répondre à ma question? Je comprends la stratégie, mais oui. Mais ça arrive vraiment, ça, là. Ben oui, souvent. C'est qu'on répond une niaiserie, là, Ben puis ça ouais. se fait même à Québec aussi. Il y en a qui se sont fait prendre. Geneviève Guilbeault, à un moment donné, elle sortait des mots, elle faisait exprès pour placer des mots qui n'avaient aucun bon Ouais. sens, puis elle les prenait du dictionnaire, puis Mhm. là, puis apparemment, c'est un jeu. Mais tu sais, tu te dis, Colin, on paye des taxes, là. Je veux dire, c'est quoi ce La niaisage-là? stratégie existe, tu sais, mais encore une fois, il faut revenir, à mon avis, à la politique puis à la démocratie qui est là pour le peuple, qui est là pour les gens. Puis on envoie, tu sais, moi, je suis nouveau, je ne suis pas un politicien, là, je suis un gars en politique, je viens de commencer. Euh, on envoie des gens nous représenter. On n'envoie pas des gens jouer puis à perdre leur temps.
Puis, à un moment donné, je comprends que les institutions, tu sais, il va y avoir une lourdeur peut-être, une administration, une structure, mais quand la structure est rendue qu'elle ne sert plus son objectif initial, ben il faut questionner la structure. Puis ça, ben je le vis un petit peu. Tu sais, comme je te dis, je suis un entrepreneur, fait que moi, j'essaie tout le temps de trouver 10 solutions à chaque problème. Fait que là, c'est ça. Je suis créatif dans ma manière d'avancer puis de faire avancer les dossiers, les opinions, les questions. Puis là, ben, j'ai l'impression que ça dérange peut-être un peu, justement parce que là, ça bouge plus vite que d'habitude. Mais je suis très content que ce soit ça parce que on est là pour ça. Parle-nous de Mark Carney. On dit qu'il ne se prend pas pour un premier ministre, il se prend pour un président. Ouais, Ça, ouais. c'est-tu vrai? Puis quelle forme ça prend, ça? Ben, M. Carney est vraiment une personne que tu as vraiment l'impression que c'est un dirigeant d'entreprise. Puis moi, ça m'a marqué parce que, bon, tu sais, quand je me suis lancé aux dernières élections, je me suis mis évidemment à plus m'intéresser qu'à l'habitude, je dirais, là, tu sais, vraiment écouter tous les débats, puis voir dans les petits détails les choses qu'il disait. Puis en pleine entrevue ou en débat des chefs, il a dit, tu sais, pas de crise, pas de Carney, là. Fait que c'est une personne qui s'est lancé un défi, un autre défi de carrière, pour mettre ça dans son bucket list, j'imagine, des choses qu'il a accomplies, parce qu'il aime beaucoup, tu sais, laisser aller son CV. Puis, il dirige comme un chef d'entreprise. Il n'est jamais dans la Chambre des communes. Il est pas très bon à la Chambre des communes, pour être honnête, puis c'est correct, c'est pas un politicien, là, tu sais. Mais, il est pas là, il prend du risque comme s'il y avait un portefeuille, d'actions, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, la question il a jamais été posée, mais je pense que la réponse serait claire, tu sais. S'il avait perdu les élections, il serait à l'opposition présentement? On le sait tous, la réponse, c'est non. Donc, il est venu vraiment pour faire son plan, sa vision, sa manière de voir les choses. Puis depuis qu'il est là, c'est là que tu vois le rôle de l'opposition. Puis moi, j'ai la chance puis le privilège d'être dans l'opposition parce que moi, je pense que les deux côtés du gouvernement sont importants. Puis on vit dans un Parlement qui est assez unique puis assez intéressant, c'est-à-dire que nous, on a le droit de critiquer et de relancer et de questionner le gouvernement à tous les jours. Donc ça veut dire que de l'autre bord, tu es bien beau être au pouvoir, quand tu rentres dans le Parlement, baisse la tête, mon ami, là. Puis t'es bien mieux d'avoir fait les bonnes décisions pour le peuple parce que nous, notre job, c'est de s'assurer qu'on te le remet d'en face si tu te la coules trop douce puis tu dépenses l'argent des gens de manière laxe. Et ça, ce côté-là, d'être à l'opposition, pour moi, est une fierté parce que j'apprends beaucoup. Mais aussi, c'est pas juste de s'opposer, c'est d'éprouver les décisions pour les rendre meilleures. Et là, ben, M. Carney est arrivé en se disant non, non, l'opposition me tanne. C'est fatigant. Je veux pas rendre des comptes, je veux faire mon plan. Et c'est là qu'on voit son jeu un petit peu par en arrière, on voit les deals, on voit. Puis là, tu es comme non, tu pas à la tête de ton entreprise, tu es à la tête d'un pays dans lequel chacun des députés représente des gens, puis il faut qu'on avance ensemble pour le pays et non pas, genre, juste pour faire ton plan. OK, ça, Gabriel Hardy, on t'étais venu à mon émission il y a 2 ou 3 mois, Ouais. puis tu avais lâché une petite phrase, tu avais dit, tu sais, «Ils nous flirtent, là, ils flirtent pas mal, les libéraux, ils nous Ouais, draguent». Je pense que tu avais ouais, même ouais, dit, tu sais: ouais, «Ils nous ouais. tiennent la porte de Ouais, l'ascenseur, ouais. ils nous invitent à souper». Puis là, on avait fini l'entrevue, puis moi, je m'étais dit: «Il faut absolument que j'en reparle avec Ouais, lui». ouais. Parce que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup ça m'a brusqué, là. Mm. Parce qu'effectivement, avril 2025, c'est un gouvernement minoritaire, qu'on envoie à Ottawa. Ouais. Mais Mark Carney, tu viens de le dire, il aime pas ça. C'est pas ce qu'il s'était imaginé. Il s'est pas lancé en politique pour que ça soit compliqué. Et là, donc, dès avril 2025, il y a comme une espèce d'opération qui est lancée. Antidémocratique. Ouais. À quoi ça ressemble? Je veux que tu nous racontes ce que tu as vu. Ben, je peux te parler de mon expérience, qui est très, très spéciale, puis je vais te parler de ma perception après ça de ce qui a été couvert. Mais tu sais, mon expérience, c'est que j'arrive, puis il y a 4 libérales dans l'ascenseur, je m'en vais au comité, puis là, je rentre, ils sont déjà là, la porte est ouverte, je vais, puis je suis comme «Oh!» Puis là, j'ai eu dans ma tête, là, dans un instant, là, tu sais, le Captain America, quand il rentre dans l'ascenseur, puis il y a comme juste les gars autour, puis là, tout le monde se regarde, genre, oups, c'est malaisant, là, tu sais, puis la bataille explose. Fait que je me rappelle à la blague, je les ai regardés, je dis, wow, il y en a-tu un qui va sortir vivant de ça ici? Puis là, tout le monde est parti à rire, ha ha ha. Mais là, c'est là, tu sais, que oui, mais c'est comme ça que ça a commencé avec Monsieur d'Entremont, une belle petite discussion d'ascenseur. Après ça, tu sais, on va souper, puis là, on voit que potentiellement, on a des affinités, tu sais. Puis j'ai juste regardé pour dire, les gars, vous ne m'intéressez pas pour 2 scènes, là. Fait qu'on va arrêter ça là, merci. Mais il y a beaucoup d'autres qui ont eu ces discussions-là. Ils l'ont même dit dans le Parlement ou dans différentes sorties médiatiques. Le gouvernement Carney, dès ses débuts, s'est dit OK, la mission, c'est de ne pas passer par la démocratie, puis
puis c'est de s'assurer qu'on va faire des deals pour attirer des gens, pour que je sois capable d'être au pouvoir avec mon plan, puis que je ne sois pas obligé de me faire éprouver par l'opposition. Et ça, on l'a vu encore une fois, quand ils ont eu leur majorité, la première chose qu'ils ont faite, c'est de changer le comité puis de les mettre à huis clos pour fermer les débats qui se passaient dessus. Et ça, c'est une démonstration d'un gouvernement qui ne veut pas être démocratique. Parce que lui, il se dit, tout ce qui n'est pas aligné parfaitement avec ce que moi je pense est automatiquement de l'obstruction. Et donc, tassez-vous dans le chemin, moi je veux aller par là. Alors, c'est une méthode qui est très business, des side deals. Tu sais, on va faire des deals en arrière, en arrière du rideau, puis tu sais, on va t'offrir des affaires, mais qui mine énormément la démocratie. Puis moi, je pense que ça, puis c'est la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que je trouve que c'est un manque de respect non seulement aux citoyens, au droit de vote, mais à l'ensemble de notre démocratie. C'est-à-dire, combien de messages j'ai reçus de gens qui disent ben, ça me sert à quoi d'aller voter quand, dans le fond, un député, s'il se fait offrir un peu plus, il peut juste changer de bord sans repasser par un vote. Pourquoi on vote finalement si le monde peut s'avantager eux-mêmes au lieu de penser à nous autres? Et j'ai vraiment l'impression que ça n'a pas été assez couvert, ça. C'est une attaque directe aux droits démocratiques des citoyens. Puis dans un monde présentement où est-ce que la dernière élection, il y a eu plus de monde qui ont voté à cause de toute l'histoire Trump, mais tu sais, il y a eu des élections fédérales à 60 de la population qui va voter. Là. Tu te dis, crime, 40 de ton monde, ça ne les intéresse pas, c'est grave. Au contraire, on devrait tout le monde être intéressé à ce qui se passe parce qu'on le voit, là, la politique internationale a un impact sur le prix de tout, là, notre portefeuille, elle a un impact sur le gaz, la bouffe, elle a un impact sur tout. Puis on s'en soucie pas parce que bah, là, tu viens faire ça en plus. Donc, tu dis au monde, dans le fond, quand vous allez voter, vous perdez votre temps. Je trouve que c'est un grand manque. Un manque de respect. Ben, je sais, puis je comprends pas comment ça se défend. Tu sais, j'en ai entendu des commentateurs dire ben, ça a toujours existé. Puis tu dis ben, c'est pas parce que ça a toujours existé que c'est bien. Ouais. Il y a bien des affaires qui ont toujours Ah existé, ouais. puis qu'à un moment donné, on a dit on les change-tu, ces choses-là? Combien de fois sur le comité d'éthique, je dis c'est pas parce que c'est légal que c'est éthique. Vous me revenez avec une virgule puis un point qui me permet de le faire. Ben, bravo à toi, mon champion, mais ça veut pas dire que c'est correct de le faire. Tu sais, si la loi te le permet, mais c'est toi qui votes ta propre loi, après ça, tu vas me dire que la loi te le permet, ça fait aucun sens. Donc, tu sais, as tellement raison. C'est pas parce que ça s'est toujours fait ou que ça s'est fait à un moment donné que c'est correct de continuer à le faire. Puis je pense que c'est là qu'il est temps qu'on se pose des questions. Tu sais, la politique internationale est en plein changement, les plaques tectoniques qui bougent. Nos gouvernements doivent prendre des décisions, les gens doivent s'intéresser aux décisions qui se prennent parce que les décisions doivent les représenter. On doit informer les gens de pourquoi on prend une décision pour qu'ils comprennent ce qui se passe aussi, parce qu'ils sont impactés par ça. Puis tu fais un move de même ou est-ce que tu fais des deals par en arrière? Les autres, ils disent ben non, c'est les députés qui veulent changer. Arrêtez, Ben, c'est là. ça qu'ils disent. Ils disent, Ouais. en fait, M. Carney dit c'est pas moi, c'est d'autres personnes dans notre gang qui font qui font le contact quand le contact est initié de l'autre Mhm. Ah côté. ouais. C'est dur à croire. Ben, c'est Quand même. facile, en fait, parce que tu accuses l'opposition de ne pas garder ses députés au lieu de prendre la responsabilité de les attirer. Ben oui. Fait que là, c'est jamais de ta faute. Puis toi, malheureusement, tu subis que tu es rendu dans la majorité, tu sais. Mais les détails, encore une fois, c'est les détails qui font la différence. Mettons que cette narrative-là serait vraie, puis qu'il y a un grand respect pour la démocratie. Pourquoi la première chose qu'il fait quand il y a sa majorité, c'est de mettre les comités à huis clos? De fermer pour que le monde puisse plus voir, puis que pendant 30 ans, j'avais pas le droit de te dire ce qui s'est passé en arrière de ce sport-là. Donc, ta narrative est belle devant la caméra, mais tes actions me démontrent ton intention. Quand le comité est à huis clos, juste comprendre, ça veut dire que les médias peuvent pas couvrir ça? C'est fini. Quand tu es à huis clos, dans le fond, ils demandent à tout le monde de sortir, sauf les élus et leur staff. Les caméras sont fermées. Puis tout ce qui se dit là n'a pas le droit d'être dit pendant 30 ans. Fait que toi, tu peux pas, Je peux pas dire ce qui s'est passé dans le huis clos. Donc c'est vraiment. Y a-tu Puis ça- des affaires Bon, oui, tu sais, problématiques qui se produisent en ce moment? oui, tu sais, puis mettons qu'on monte le ton un peu plus dans un huis clos, mais tu sais, puis il y a des raisons d'avoir un huis clos. Tu sais, si on commence à parler de défense nationale, on commence à parler de choses qui sont quand même, tu sais, très stratégiques ou, tu sais, exemple, les grands projets. Là. Moi, je suis le comité des grands projets. Il va y avoir des étapes où est-ce qu'on va être à huis clos parce qu'il y a des ententes commerciales qui vont être discutées que tu veux pas, tu sais, révéler au grand jour pour des raisons de protection, des raisons d'enjeux, de sécurité et tout ça. Donc ça, c'est correct. Mais quand la première chose que tu fais, c'est de faire un huis clos sur un débat où est-ce qu'on est en train de demander plus de transparence du gouvernement, dans le fond, ce que tu veux pas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient pas voir, ils voulaient pas que les gens les voient voter pour mettre fin à des débats importants. Fait que c'est ça l'histoire. Fait que là, tu te ramasses à dire, OK, la démonstration de votre vraie intention se passe dans vos actions. Puis vos actions, pas besoin de parler plus. Ben oui. Tu sais, ils ont fait 5-4-3-2-1 dans le Parlement. Là.
Tu sais, quand c'est arrivé, puis là, ouais, là, finalement, parce ils se sont votés de ramener tous les comités à majorité Oui. libérale. Donc, ils rajoutent du monde sur les comités pour être capable d'avoir la majorité du vote. Alors que s'ils perdaient leur majorité, ça resterait quand même. Ben là, il faudrait repasser encore. Donc, tu sais, tu vois que toute l'intention est vraiment de prendre le contrôle Ouais. total de ce qui se passe. Sur des comités de surveillance, la job du comité éthique, c'est de surveiller que le gouvernement y est éthique dans ce qu'il fait. Et là, ce qui se passe en mettant un vote de plus du côté libéral, donc en rajoutant un député de l'autre bord, c'est que Ouais. nous, on avait une présidence qui était conservatrice. Donc, c'est l'opposition qui préside. Donc, dans le cas d'égalité, on s'en va au président, puis le président, il tranche du côté de ce qu'il pense être bon. Mais quand tu es à l'opposition, puis tu dis, moi, je veux tenir le gouvernement imputable, ben, le président, il tranche pour que le gouvernement soit imputable. Là, quand tu rajoutes un libéral, ben, c'est que le président n'a jamais le droit de vote, parce que dans le fond, la majorité est libérale. Fait que là, si on fait une motion, puis on l'a vécu il y a 2 semaines, on fait une motion pour plus de transparence, et là, ils commencent à négocier, puis à négocier, puis à négocier. Là, on est comme, bon, là, la négociation est partie, ils veulent pas tel élément, puis ils l'enlèvent. Là, on avait A et B, deux gros paragraphes. Fait que là, à un moment donné, puis il y a une vidéo là-dessus, tu sais, on vient en tant qu'opposition à se dire, OK, on va enlever B, là, parce qu'à un moment donné, il faut avancer, puis on va garder A, puis au moins, on aura ça à étudier. On vote. La seconde que le vote passe, ils font un amendement, puis ils disent, ah, puis on enlèverait, nous, en passant, là, 75 de ce qu'on proposait dans A. Puis là, tu es comme, attendez, là, on vient de négocier ensemble qu'on va avancer, puis qu'on va garder cette portion-là, puis on enlève cette portion-là. Puis aussitôt que c'est passé, vous voulez enlever quasiment tout. En gros, c'est que le comité ait un rapport une fois par semaine. Tu sais, comme, c'est insignifiant. Ça ne sert un peu à rien, la motion. Tu sais. Mais c'est ça, deal avec les libéraux. Mais comment on compose avec le fait que toi, ça te choque? Il y a quelques commentateurs que ça choque, mais en temps de crise, tu sais, l'ennemi, c'est Trump. C'est pas le gouvernement. Ouais. Tu sais, moi, je consulte autour de moi, puis c'est tous des gens intelligents là, à qui je pose cette question-là. Mhm. Puis souvent, la réponse qu'on me donne, c'est quand même, ben écoute, c'est exceptionnel, procédure exceptionnelle pour contexte exceptionnel. Ouais, mais le problème, c'est ça. Tu l'as vu déjà à l'élection, on vit dans un temps de crise. Allez voir les déclarations de M. Carney. Allez voir les lettres qu'il envoie, tu sais, quand il fait des communiqués de presse. Ça commence toujours avec le monde vit un moment de crise, un moment de changement. La peur, présentement, il s'est fait élire sur le fait qu'il allait dealer avec Trump parce que c'était un moment de crise, puis que lui connaissait ça à business, puis qu'il allait dealer d'égal à égal avec le président américain. Il n'y a rien eu, mais les gens y ont cru. Là, on est 1 an plus tard, ça prend encore une crise. Là, on est dans la crise énergétique, puis on est dans la crise X, puis il y a encore une crise cette semaine, puis le monde n'a jamais été aussi dangereux. Puis il existe pour une crise. Il s'est fait élire pour une crise. Pas de crise, pas de Carney, qui disait en débat des chefs. Donc, sa narrative de fond doit rester parce que s'il y a une crise, oh là, on a besoin d'un sauveur. Et c'est ça tout le temps. Fait que vous allez entendre des crises à toutes les semaines. Mais oui, le monde est en plein changement. Ça ne veut pas dire que la solution est M. Carney. Ben, c'est quasiment à se demander, Gabriel, s'il ne veut pas que ça persiste. Tu sais, on parlait il y a quelques jours de l'antavirus, là. Puis là, on était tous comme, On repart-tu on là-dedans? repart-tu là-dedans? Puis là, je me Ouais. disais, il y en a peut-être à qui ça ferait l'affaire, tu sais. Tu Mm. sais, des gens qui sont là parce qu'on n'a pas voulu de changement, parce que ça prenait de la stabilité. Ben, je veux dire, c'est peut-être que ça n'attend que ça, là. Ben, ça fit clairement avec la narrative des libéraux Ouais. présentement. Tu sais. Donc, pour eux, ils sont très contents que ce soit cette crise-là qui les maintienne au pouvoir. En temps de crise, effectivement, les gens ils cherchent un sauveur, ils cherchent des solutions peut-être un peu plus rapides. Euh, Bizarrement, on ne sent pas une grosse volonté de négocier avec Trump. Tu sais. Il n'est pas souvent de l'autre bord et tu sais, il dit, ah, j'ai son numéro de téléphone, je l'appelle. Oui, mais ils sont où? Tu sais, l'ACUM, ça s'en vient, là. Les négociations avec les États-Unis, c'est 75 de nos exports qui vont là-bas. On a énormément d'entreprises qui se sont développées par la force des choses à cause des relations qu'on avait. Tu sais, géopolitique, on est à côté. Tu sais, donc, c'est notre voisin. Puis on sent vraiment un gros engouement ou une grosse volonté de la part de M. Carney de développer avec l'Europe et avec l'Asie, au détriment des entreprises qui présentement en payent les frais, au détriment des fermetures, au détriment des familles. Puis là, le monde, ils se disent, crème, le gaz coûte plus cher, mon épicerie, j'arrive pas, ma maison est off. Ah, je vais t'envoyer un chèque, inquiète-toi pas, tu as de la misère, là, je vais t'envoyer un chèque. Tabarnouche, à la base, c'est l'argent du monde. Tu leur redonnes leur argent en leur disant, gars, comment je suis gentil, je te remets une petite portion de ce que tu m'as donné, mais je prends toutes les décisions pour rendre la vie plus difficile.
Parce que moi, je pense que dans 10, 15, 20 ans, on devrait être plus avec l'Europe qu'avec les États-Unis. Ça, c'est le plan de match libéral. Mais c'est au détriment des familles. Mais est-ce que ça se peut que ce plan de match-là, il a été un peu obligé de le mettre sur pied parce que quand il a rencontré Donald Trump, puis il s'est rendu compte qu'il y avait rien à faire avec cet homme-là? Ça se peut-tu ça? Tout est possible, tu sais, rendu là, c'est possible. Puis évidemment, tu sais, M. Trump, je pense que c'est pas une personne qu'on contrôle beaucoup. Je pense que même son monde autour de lui. Mais je crois quand même que la démocratie, autant aux États-Unis qu'au Canada, est 4 ans. Puis il y a des mi-mandats. Puis, tu sais, pourquoi Pierre Poilievre s'est promené aux États-Unis dans des podcasts? Parce que la démocratie doit passer par les gens. Et si la volonté populaire, c'est de dire à ceux qui sont en haut, vous faites pas votre job, on est tannés, ces gens-là sont moins stables. Un politicien, à la base, là, c'est un concours de popularité, là. On peut bien le dire comme on veut, là. On est élu si le monde nous aime, puis après ça, on s'en va les représenter. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens trouvent qu'on fait une bonne job. Donc, tu sais, je dis ça, je viens juste d'être élu, mais tu sais, quand tu comprends la game, c'est ça. Alors, pourquoi ce qui est plus important que de parler avec les décideurs, c'est parler avec le peuple? Ben, c'est lui, c'est le peuple qui choisit. Donc, quand M. Poilievre a fait sa tournée, il voulait s'adresser au monde, il voulait s'adresser aux citoyens. Joe Rogan est le podcast le plus écouté au monde et aux États-Unis. Donc là, tu t'adresses à ceux qui votent. Là, tu peux avoir un impact sur les décisions. C'est une autre manière de faire de la politique. Mais tu sais, de dire, ah ben non, là, vu que lui, présentement, il veut pas qu'on fasse des affaires ensemble, je vais virer mon économie complète en quoi? En 3 ans? Tu es capable de virer ça. 75 de tes exports s'en vont là. Quand même que tu es capable de virer 10, il va rester que 65 s'en va vers le sud, pareil, là. Puis si tu fais mourir des entreprises, c'est pas des chiffres puis des colonnes de Brookfield, ton affaire, là. C'est des familles canadiennes et québécoises qui perdent leur emploi, qui sont plus capables de payer l'école de leurs enfants ou de l'épicerie ou de gaz dans le char. C'est ça, là, le résultat. Tu n'es pas dans des fichiers Excel, là. Mais en plus, il y a quelque chose d'incohérent totalement dans cette ligne de pensée-là, parce qu'au début, on nous faisait passer Trump pour quelqu'un d'irrationnel, Mhm. quelqu'un qui ne réfléchissait pas de façon raisonnable, qui n'écoutait que ses instincts. Et là, ensuite, on nous a dit que la raison pour laquelle on se retournait vers l'Asie, c'est que même quand Trump va être parti, et même si c'est un démocrate qui le remplace, lui aussi il va maintenir cette ligne-là, c'est-à-dire de revoir, Ah ouais. de maintenir les tarifs. Fait que là, tu te dis, OK, mais si Trump a fait ça et qu'un démocrate ferait pareil, ça veut-tu dire que c'est pas si fou que ça? Ben, mais tu Du sais, point de vue américain. Du ouais, point de vue puis américain. c'est un bon point, mais l'autre aussi, c'est en anglais, ils disent You move the goalpost, là. C'est-à-dire que pour justifier ta narrative et tes décisions, tu dis que de toute manière, dans le futur, peu importe c'est qui, il va faire pareil. Donc, on est comme dans c'est normal que je fasse ça parce que ça soit un démocrate ou un républicain, il va avoir la même pensée. Et donc, moi, je vire vers l'Europe et l'Asie. Ouais, là, attends, là, c'est parce qu'il y a un an, tu sais, on l'a vu avec la Chine, là. Il y a un an, c'était la priorité de sécurité nationale, c'était d'adresser l'enjeu chinois. Puis quelques mois plus tard, parce que là, ça fit avec la narrative, c'est que, ouais, mais dans le fond, il faut y prendre comme ils sont. Puis on va leur acheter des voitures électriques quand même parce que, attends, ça peut pas être un ennemi puis une personne dangereuse à notre sécurité nationale, puis en même temps un allié économique, tu sais, sécuritaire et responsable, là. Mhm. Mais on est beaucoup là-dedans. Donc, dépendamment de ce qu'on veut faire au niveau des libéraux, on va avoir une réponse toute faite qui répond à une crise très importante puis qui est donc bien logique. Mais cette crise-là, elle change tout le temps. Puis, c'est pas parce que j'ai dit hier que c'était un danger que demain. Tu sais, on le vit depuis un an, là. M. Carney fait des annonces partout. Mais une annonce dans une province ne fit pas avec l'annonce de l'autre. On s'en va en Alberta annoncer un pipeline. Ouais! On s'en va en Colombie-Britannique dire ben, si le premier ministre n'est pas d'accord avec un pipeline, on le fera pas. Mais attends, là, c'est le même pipeline que tu viens d'annoncer, mais tu viens de dire deux choses complètement différentes à deux populations différentes. Puis au bout d'un an, il n'y a rien qui avance. Il n'y a pas de grand projet qui se fait, mais on va construire à une vitesse jamais vue dans l'histoire du Canada. Puis un an plus tard, on a dépensé 42 millions sur le bureau des grands projets pour faire des études qui ont mené à aucun projet qui est approuvé encore, qui vont se faire potentiellement dans 2 ans, que là, va être en construction dans 3 en cycle électoral. Comme. Je pense qu'on a déjà bâti plus vite que ça. Ah oui, oui. Mais c'est ça, on est là-dedans. Mais quand est-ce qu'on nous a promis des résultats? C'est-à-dire, est-ce que, parce que je me rappelle, on me disait, on va livrer, il y a un gros CV. Là, tu parles des grands projets, c'est Mm. c'est juste des études, mais Ouais. on nous répond, ça prend un moment. Mais la patience, elle s'arrête quand? Quand est-ce que c'est raisonnable de dire, là, ça a été trop long, là on est censé voir un résultat? Est-ce que Ben, ça fait il est majoritaire. suffisamment longtemps? Il est majoritaire. Il peut bien faire ce qu'il veut présentement. Puis la population, elle boit ses paroles comme si les résultats n'étaient pas importants. Tu sais, moi, les faits,
Moi, j'aime bien les faits dans la vie. Tu sais, en business, là, quand tu pars une entreprise, tu peux bien dire que tout va bien aller, mais quand ta colonne est dans le négatif puis ça marche pas, tu fais faillite. Fait que moi, j'aime ça avoir des faits puis me comparer à quelque chose qui existe déjà. Je peux-tu améliorer quelque chose qui existe? La démonstration est faite, le risque a été pris, on a une histoire, puis on est capable de se dire, oh, cette histoire-là est intéressante, je vais l'améliorer, je vais la mettre à ma sauce, puis je vais avoir un beau modèle d'affaires. Tu regardes l'Allemagne qui a fait face à une crise énergétique en 2022. Ils ont bâti un terminal LNG en 190 jours à peu près. Bâti, approuvé, bâti, capable de recevoir des shipments. 190 jours. Crise, résultat. Nous, en 365 jours, 42 millions plus tard, on a étudié des choses. On est studieux. On est très studieux. Puis, c'est une crise ou c'est pas une crise? Parce que c'est une crise. À un moment donné, tu sais, une guerre éclate, là. C'est pas dans 5 ans qu'il faut que tu sois prêt, là. Je veux dire, la guerre éclate, il faut que tu sois prêt. C'est une crise. Là, ouais, mais attends, on va étudier la possibilité de peut-être avoir des munitions. Dans 5 ans, peut-être qu'on va avoir un gun qui va être capable de rentrer dedans. Puis là, on va être prêt. Là, 5 ans plus tard, la guerre est finie, le monde est en paix. Puis là, t'es comme, ouais, mais moi, j'arrive. Non, mais attends, là, c'est une crise. Bien, ça, c'est ça le gouvernement Carney. On fait face à une crise, mais on va avoir une réponse dans 4-5 ans, peut-être. On va se promener partout dans le monde à gros frais pour avoir des potentiels deals éventuels. On va faire des beaux discours, mais pas de résultats. Pendant ce temps-là, les gens perdent leur travail. Puis on se fait dire, oui, mais il y a un plan. Je comprends. Mais pendant que son plan n'y arrive pas, là, les gens, eux autres, ils ont de la misère à arriver. C'est ça qui se passe. Le gouvernement dépense des milliards, puis les gens ils comptent chacun de leurs sous présentement. Ben, ils ne voient pas vraiment la différence, les gens, c'est vrai, ça. Tu sais, la thématique de la campagne avant que Trump n'intervienne là, dans la campagne la dernière, c'était le coût de la vie, c'était Mhm. l'accès au logement. Je ne sais pas jusqu'à quel point les gens ont vu une différence là, depuis Ben, c'est 1 an. pire. C'est pire. Tout coûte plus cher. L'accès au logement n'a jamais été aussi inaccessible. Nous autres, dans Montmorency-Charlevoix, la maison moyenne en 10 ans a doublé. On était à 200, si je ne me trompe pas, 249 000. On est rendu à 499 000, une maison moyenne. Fait que là, tu te dis comment une jeune famille peut aller s'installer. Moi, je suis en politique beaucoup pour mes enfants puis le futur de notre pays. Je suis arrivé comme dans une place où je me suis dit, bon, je veux faire changer les choses. Puis, pourquoi, pour l'avenir de mes flots, là, pourquoi je ne m'impliquerais pas pour essayer de changer le système? Mais, mon fils, il va avoir 16 ans la semaine prochaine. Il va commencer à travailler, exemple, un bon salaire. Tu dis qu'il va gagner 20 quelques piastres de l'heure, 30 piastres de l'heure. Mais là, un appartement, c'est rendu 2000 par mois. S'il faut qu'il voyage, parce que dans ma circonscription, on n'a pas de train, puis on n'a pas de TGV, puis toutes sortes de patentes. Fait que là, tu te dis, ça prend une voiture. Ouais, la voiture, il va falloir qu'elle paye. Il va falloir qu'il paye son gaz. En bout de ligne, il n'en restera plus, là. Puis même, il va se remettre dans le négatif. Fait que, je me dis, waouh, pour changer, mon fils va arriver à. Je me rappelle, moi, mon 16, puis 17, puis 18 ans, quand je travaillais sur la construction, puis qu'après ça, je travaillais chez Sport Expert, puis, je me rappelle de ça, mais j'avais un pouvoir d'achat. Aujourd'hui, mon fils va en mettre comment de côté si c'est pas moi qui l'aide? On est rendu là. C'est triste. Puis là, tu regardes nos enfants. J'étais dans une école secondaire à Malbaie dernièrement, des jeunes de secondaire 5 là, qui me posaient des questions, sont allumés, là. Ils me disaient, crime, moi, là, j'étais en secondaire 5, là, je vois le cégep s'en venir. Ben, l'université, j'aimerais ça aller à l'Université Laval ou ailleurs au Québec. Il va falloir que je me loue un appart. Mais là, comment je vais faire pour arriver avec mon char, mon appart, puis l'école en même temps, puis ma job à temps partiel? Ils savent bien qu'ils n'arriveront pas. Ils sont pas cons, là, les jeunes, là, sont capables de compter, là, puis ils réalisent qu'ils vivent dans un monde qui coûte de plus en plus cher. Fait que, ils le savent parce qu'ils me disaient, crème, mon 4 roues à Malbaie, là, mon 4 roues, là, quand je le teins, il coûte pas mal plus cher qu'avant. Ah, ben oui. Tu comprends? C'est concret pour eux. C'est Là. concret pour eux. Là. Ben Les oui. autres sont comme crime, le gaz, ils ont bien monté. Là, ils sont capables de savoir que le char va coûter plus cher, que l'appartement va coûter plus cher, que la bouffe parce qu'ils vont être à leurs frais, va coûter plus cher. On est là-dedans. Puis ça peut mener à une crise sociale. C'est parce que Ben si oui. les jeunes de 10 ans, 11 ans, 12 ans, à un moment donné, ont 16, 17, 18, puis pendant 10 ans, ils ont l'impression qu'on n'a pas pensé à eux, ben, quand ils vont avoir l'âge de se politiser véritablement, ben, ils vont décider de ne pas le faire ou enfin, ils vont décider d'être méga hostiles au modèle, tu sais, Oui. au modèle canadien puis Oui. à l'État tel qu'on l'a conçu. Ils vont se dire, il n'y a pas de solution là. Ils n'ont pas pensé à nous, eux autres. Ou on va continuer à dire les politiciens, c'est du monde qui ne sont pas connectés sur les gens. Parce que souvent, c'est ça, hein, vous autres, les politiciens. Moi, je réponds et je lis beaucoup à mes réseaux sociaux, là, puis je fais des sondages. Je veux connaître mon monde. Puis c'est moi qui réponds. Quand une personne me texte, c'est moi qui réponds. Puis combien de personnes disent, vous, les politiciens, puis je suis souvent en train de dire, hey, en passant, ça fait 1 an que je suis là. Je dis, avant, moi, j'avais mon entreprise, j'entraînais mes joueurs de hockey, puis je suis une personne comme toi, là, dans le sens que. Mais cette vision-là de la classe politique comme étant une gang qui n'est pas à l'écoute,
c'est important qu'on change ça. Parce que sinon, comme tu dis, ça va être des générations qui vont dire, crème, ceux qui nous gouvernent, qu'on est supposé nous représenter, mais qui finalement nous gouvernent, au lieu d'être notre voix, ils nous disent comment on devrait être, ils connaissent pas notre réalité, puis ils prennent pas des décisions pour nous aider. Hmm. Et ça fait un gros clash. Puis à un moment donné, ben là, les gens se séparent de la démocratie, puis que je crois encore que la démocratie, elle mérite amplement de rester, parce que c'est le meilleur moyen éprouvé depuis combien de centaines d'années que c'est un système qui est efficace et qui fonctionne, pas parfait, mais c'est le meilleur des pires systèmes, mettons. Tu sais. Mhm. Ou le moins bon des meilleurs, en tout cas, peu importe, là, dans le sens que c'est un On bon, a compris, on a c'est un bon compris. système. Hey, je veux qu'on continue de parler de Mark Carney. J'ai sorti des dépenses dans les avions. Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai, là, il va falloir Ouais. que tu me confirmes. Ben oui, Mais avant, je veux qu'on. Ah oui, ok, Ben oui, bon. c'est sur le site du Parlement. Alors, Non, mais là, c'est même pas le prix du fuel, là. C'est non, c'est le manger. c'est Manger manger dans l'avion. Mais on va les Ouais. sortir tantôt, les dépenses. Je veux qu'on parle un peu de la défaite de 2025 parce que moi, de mon vivant, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que je faisais de la radio, puis à un moment donné, j'avais 2 collègues, puis il y a quelqu'un qui on était comme à 6 mois de l'élection. Le conservateur était top, top, top. Et j'ai même dit à un moment donné, j'ai dit: «Je ne vois pas un scénario dans lequel les conservateurs perdent l'élection». Puis il y avait quelqu'un avec plus d'expérience que moi qui m'avait dit: «Il peut toujours arriver quelque chose». Puis moi, j'avais comme 31, puis j'avais dit: «Ben voyons, comme il peut arriver quelque chose. Qu'est-ce qui peut arriver?» Ils clenchent et ils ont perdu. Mhm. Comment vous avez vécu ça, cette défaite-là? Parce que c'est vraiment comme un trip de drogue, là. C'est le lendemain, tu te réveilles puis tu es fait comme: Ouais. «Wow, wow, wow, wow», là. Ouais. Là, on n'est plus, Ben écoute, mettons, je vais te le dire de manière très personnelle, moi, c'est une victoire. Fait que, tu sais, c'est sûr que parce que comment tu as gagné j'ai. dans ta C'est circonscription. ça, tu sais, pour moi, j'ai gagné dans ma circonscription, puis j'ai été nommé perdant au début. Là, tu sais, dans la soirée, on m'a dit, ah, malheureusement, tu as perdu. Fait que j'ai fait ma première entrevue en disant mot pour mot, puis c'est vraiment Ah comment je ouais? suis Je m'en dans la vie, rappelle là. pas. Ouais. Ah ouais? Ma première entrevue, c'est tout le temps la course à qui va dire qui a gagné en premier là, dans les élections. Puis les médias, on dirait qu'ils veulent être le premier sur la nouvelle pour dire hey, on le sait, il a gagné. Puis il n'est pas vraiment encore annoncé. Mais bon, tout ça pour dire que la première entrevue que j'ai donnée, moi, c'était écoutez, dans la vie, tu gagnes ou tu apprends. Tu perds pas. Puis moi, je leur ai dit, j'ai apprécié chaque moment de mon élection. J'ai apprécié la rencontre des gens. J'ai apprécié mes rencontres avec les foyers de personnes âgées. J'ai apprécié les entreprises. Tu sais, quand tu es en politique, tu te fais ouvrir des portes que d'habitude, comme citoyen, tu ne rentres pas dans une entreprise puis il ne va pas te faire visiter, genre, comment il fait sa machinerie et tout ça, là, tu sais. Fait que j'ai vécu une expérience complètement exceptionnelle. Puis là, la soirée avançait. Puis là, ben, j'avais une marge, je perdais par 2000 voix. Puis finalement, à un moment donné, tu sais, vers 11 heures, là, c'était plus 1100. Puis là, mon chum, il me tape, il dit, Crème, Gab, t'es en train de remonter là, 700. Puis là, là tu sais, très sportif là, comme finale. Puis là, j'ai passé à la fin. C'est parce qu'on comptait les votes dans un coin où Ouais, tu avais ils été sont partis plus particulièrement dans le fort? coin de Baie-Sainte-Catherine, Saint-Siméon. Puis là, quand ils sont vraiment tombés après la côte de la Miche, puis ils ont rentré dans Montmorency, là, où est-ce que le plus de volume de population est, c'est là que ça a changé. Encore une fois, dans la vie, tu réussis souvent par effort, mais aussi par chance. Tu sais, cette année, ils ont rajouté Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval, des territoires plus conservateurs, donc ça m'a aidé à passer. Fait que, tu sais, ma manière de percevoir ma soirée est un peu différente parce que moi, j'ai gagné. Fait que là, je suis comme, wow, tu sais, ma vie vient de changer, je me lance en politique, c'est une nouvelle carrière qui s'ouvre à moi. Quand je suis arrivé après ça, tu sais, au parti, là, que tout le monde se rassemble, et là, Pierre Poilievre avait perdu sa place. Là, tu réalises que, OK, ça a été un bon coup de pelle d'en face de bien du monde. Par contre, c'est le plus haut score jamais vu depuis, je pense, Mulroney, tu Ouais. sais, avec le plus haut nombre de personnes qui ont voté conservatrice. Donc, il y a un désir. Tu sais, on ne s'est pas fait clencher par les libéraux. On est arrivé quasiment nez à nez à quelques milliers de votes, puis eux autres, on le sait, c'est un gouvernement minoritaire. Mais moi, comme je te disais tantôt, tu sais, comme entrepreneur, j'essaie tout le temps de trouver des solutions à chaque problème, puis j'essaie de trouver des points peut-être différents que la narrative. Tu sais, quand je regardais, mettons, Pierre Poilievre, ben, Pierre Poilievre a perdu sa place dans une circonscription de plus en plus fonctionnaire. Puis il a mis sa tête sur le bio pour dire moi, je vais couper des fonctionnaires. Fait que moi, je regardais ça, puis je me disais, tu sais, tous les médias disaient ah, il a perdu, nan, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, j'étais comme, waouh, il tient pas assez à sa job, dans le fond. Tu sais. Lui, c'était non, non, non. Moi, je vais faire ce qui est juste de faire et non pas faire en sorte de juste me faire réélire. Puis là, après ça, tu sais, on le sait qu'il a été pour revenir au Parlement par la volonté de la gang aussi, de notre gang, à dire non, non, on veut que ce soit encore lui le chef. C'est très démocratique en passant le mouvement conservateur, puis le caucus conservateur. Tu sais, à chaque semaine, on vote à l'unanimité avec des petits cartons rouges puis verts
qu'est-ce qu'on veut qui continue à être nos directives. Donc, c'est pas Pierre Poilievre qui prend la décision pour le parti. C'est chacun des députés qui va dire on le garde-tu, on le garde-tu pas, on avance-tu dans tel projet de loi, on n'avance pas. Fait que, tu sais, Pierre a été. Tout le monde disait non, c'est encore lui qu'on veut. Il nous a amené à le plus grand nombre historique, tu sais, en pourcentage et tout ça. Puis là, après ça, ben, il est allé faire la campagne pour revenir. Donc, c'est un gars excessivement travaillant. C'est un gars tu sais, qui avait travaillé pour devenir chef du parti en campagne tous les fins de semaine dans les avions à se promener à la grandeur du pays alors qu'il y a des jeunes enfants. Puis après ça, il a fait l'élection. Puis après ça, il a refait une autre élection pour revenir. Fait que, tu sais, moi, ça m'a comme juste démontré que il faut que tu sois là pour les bonnes raisons. Il faut que tu travailles pour le monde. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on peut apprendre qui a bien été? Puis qu'est-ce qu'on peut apprendre qui a mal été? Puis se dire, bon, ça, il va falloir qu'on le fasse différemment. Puis je pense qu'il y a des beaux constats qui en sont sortis. Puis le Parti conservateur, présentement, malgré le fait que Carney, de façade, semble vouloir même prendre une grosse partie de notre plan de match, on avait une plateforme exceptionnelle. Pour vrai, là, on avait une solide plateforme. La dernière élection, on avait une solide plateforme, mais elle n'a pas, tu sais, moi, je suis un gars de marketing, là, elle n'a pas percolé. Elle n'a pas été dans la tête du monde pour se dire, waouh, ça, c'est vraiment une bonne idée. On est tellement resté juste sur l'axe Trump, puis qui va être le meilleur pour dealer avec Trump, que, tu sais, au Québec, là, tu parles d'un gouvernement, pas un gouvernement, mais un parti qui propose de redonner l'immigration au Québec. Il dit non, ça devrait être le Québec qui gère ça, tu sais, en grande partie. Je pense que c'était 95 Personne n'a parlé de ça, là, alors que tout le monde le revendique. Mais en pleine élection, les conservateurs disaient ben non, on va donner l'immigration au Québec pour qu'ils contrôlent leur immigration, puis qu'ils contrôlent leur capacité d'accueil, puis qu'ils s'assurent que les immigrants qui rentrent ici sont vraiment pris en charge par eux. Personne n'a parlé de ça. Fait que tu sais, tu te rends compte que Pourquoi tu penses? ben Trump, si c'était Trump, c'était deal avec Trump, c'était la menace, c'était la brisure avec les Américains, c'était la crise, c'était ça, dans le fond, là, pendant toute la campagne. Fait que tu sais, quand je te dis que dans la vie, tu sais, ta réussite fait partie de tes efforts, fait partie de ton travail, mais il y a tout le temps l'élément chance qui arrive quelque part, que ça, c'est le bout que tu mesures pas. Tu sais, quand tu as dit à ton ami, genre, je vois pas un monde dans lequel les conservateurs perdraient, bien, c'est pas 1% la chance. Moi, je pense honnêtement dans la vie que tu as un 30 à 40% de tes réussites qui sont, il faut que tu sois prêt quand ton temps arrive, mais tu as un gros truc que tu n'as aucun contrôle dessus qui peut flipper du jour au lendemain. Tu sais, mes joueurs de hockey, là, ça c'est drôle, c'est une histoire vraiment un peu spéciale, mais j'ai un gars que j'entraîne qui est dans la Ligue nationale, puis là, il se fait descendre dans la Ligue américaine. Puis là, ben, tough guy, tu sais, il veut remonter, puis il se fait valoir, puis il frappe, puis tu sais, il est intense. Puis là, il arrive dans un nouveau club. C'est septembre, il faut qu'il se démontre, là, tu sais. Il prend la place d'un gars qui est là. Là, tu es dans la Ligue américaine. Il vole le job à un autre gars. 2 semaines plus tard, ce gars-là, l'équipe ne le veut plus parce que c'est mon joueur qui a pris sa place, se fait échanger au club école de Philadelphie. 2 semaines après, il y a un blessé à Philadelphie. Il remonte le gars, signe un contrat pro. Mon joueur, il est comme, voyons, tabarnouche. C'est moi qui devrais être pro. Je viens de voler sa job à ce gars-là. Pourquoi? Pourquoi c'est lui qui est pro, pas toi, alors que tu as volé son travail? Il y a comme pas de logique. Il n'y a pas de logique. Mais la c'est chance, la vie. c'est Mais ça. vie. C'est Mais comme oui. ça. Alors c'est cet élément-là qui fait partie toujours de l'équation. Là, je sais aucunement j'étais rendu où dans mon idée. Mais, Non, mais c'est important ce que tu dis parce que tu dis que vous avez appris de cette Ouais, défaite-là. ouais. Sauf que, je veux dire, je vais quand même te talonner un peu là-dessus parce que ça a dû vraiment être décevant. Là. Ben, c'est sûr. Tu sais, parce qu'en plus, même pendant la campagne, je pense que, on va dire la vérité, le soir d'élection, vous saviez que vous alliez perdre. Là. Ben, Pas gagner le pouvoir, en tout cas. là, Pas former le prochain gouvernement. tu me parles à moi dans le sens que... Non, mais vous aviez vu j'ai- les sondages. Là. Oui, je sais, mais moi, honnêtement, là, j'ai fait 3 semaines de campagne, là, dans le sens que j'ai été nommé. On m'a dit, Gab, veux-tu te présenter dans Montmorency Charlevoix? Oui, parfait, je fais les processus, j'avance. Là, on me dit, OK, ça va être toi, mais la première semaine, j'ai pas de pancarte. J'ai fait 3 semaines de campagne. Moi, j'étais vraiment focus sur ma circonscription, puis les lignes un peu, puis OK, c'est quoi notre position là-dessus? Rencontrer les gens, puis les médias, parler de nos Fait que propositions. c'est une élection très personnelle pour toi. Ben oui, c'est au niveau national, là, honnêtement, j'avais des œillères. Moi, là, j'étais en mission pour. Tu sais, moi, dans la vie, là, je veux tout le temps, quand je regarde en arrière, me dire, moi, je suis fier de moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Fait que, tu sais, si tu te ramasses que je regarde en arrière puis j'ai pas fait ma job, je me suis vraiment éparpillé, j'ai tiré partout, je vais dire, crime, Gab, t'es un peu, la faute, t'es un peu de ta faute, dans le fond. Tandis que là, tu sais, moi, j'ai vraiment été très, très focus. Fait que quand ça s'est arrivé, j'ai pas vraiment regardé le national. J'étais Montmorency, Charlevoix, où est-ce qu'il faut que je sois, c'est quoi nos lignes, comment je peux défendre nos positions, puis faire des portes, puis rencontrer des citoyens, puis être à l'écoute. Fait que oui, c'est décevant quand tu arrives. Moi, tout était nouveau.
Mais comme je te dis, on a appris, il y a des directives, il y a des structures, il y a, que je crois qui changent de plus en plus. Il y a un ton qui change de plus en plus aussi. Hem, Est-ce qu'on en vient à. Tu sais, tantôt, je t'ai demandé, toi, tu trouves ça choquant, comment ça se passe à la Chambre des communes? Il y a beaucoup de gens, monsieur, madame, tout le monde, qui disent contexte exceptionnel, demande mesures exceptionnelles, sont prêts peut-être à mmh accepter des trucs qui ont aucun bon sens. Je vais te poser la question par rapport à l'électorat. Il y a des gens, les conservateurs étaient donnés gagnants avant mh. l'élection. Trump arrive, on nous dit il y a une crise, il y a un personnage qui n'a jamais fait de politique qui arrive, passe pour un sauveur, et là, soudainement, particulièrement les personnes âgées, vont choisir les libéraux. Est-ce qu'on a, y a-t-il un défi pour ne pas se mettre quasiment à haïr son monde? C'est-à-dire, Colin, que je vous trouve peureux, Colin, que je vous Ah trouve. non, non, non. Le public a toujours raison. Tu sais, dans le sens que tu es là pour les représenter. Tu sais, je veux dire, moi, ce que je pense dans la vie, tout le monde s'en balance, là. Ce qui est important, c'est ce que le monde veut que je ramène de leur histoire au Parlement. C'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils devraient penser. On a des lignes, tu sais, les fameuses lignes de parti. C'est des visions sur des enjeux qu'on partage aux gens en disant, ben nous, mettons le mouvement conservateur, nous, on pense plus dans ce sens-là. Les libéraux, eux autres, vont dire, nous, on pense plus dans ce sens-là. Puis on va porter ça aux gens, puis on leur dit, prenez votre décision. C'est dans ce sens-là que ça devrait se Oui, passer. mais c'est pas frustrant quand c'est quasiment le même programme en plus. Tu sais, ça, c'est Ce vrai, ce là. l'était pas pendant l'élection, ça l'a été un petit peu après, là, tu sais, qu'on a vu Ouais, que il y a des gens comment qui disaient la plateforme libérale, ouais, elle ressemble pas elle s'est mal beaucoup à. inspirée. Plus l'élection avançait, plus Ouais. elle Fait que là, s'inspirait, tu te ouais. dis, ils vont quand même pas prendre la pâle copie. Puis là, mais ils vont prendre la pâle copie finalement parce Ouais. que il y avait le style aussi de Poilievre. Là. On Mmh. disait, il est trop combatif, là, Ouais, la mais bouilloire va sauter s'il est dans Poilievre une a été pièce avec. crafté sur Trudeau. Je veux dire, tu avais un premier ministre qui dépensait l'argent du tu sais, Poilievre, là, tu sais, faut pas oublier une affaire. Moi, j'apprends à le connaître de plus en plus, je le côtoie, là, tu sais, c'est un gars, premièrement, excessivement savant, là, tu sais, il connaît l'histoire, là, des élections, il connaît la politique, ça fait plus de 20 ans qu'il est là-dedans. C'est un gars qui, foncièrement, déteste qu'on dépense l'argent des citoyens de manière folle. Puis il vient comme moi. Je veux dire, j'ai travaillé dans la construction à l'âge de 14 ans. J'étais manœuvre sur les chantiers de construction, briques et pierre avec tu sais, des maçons. Là. Puis tu sais, j'ai appris, moi, C'est justement, la job la plus tough, ça. c'est tough. Là, tu sais, puis envoyer les briques sur les échafauds, puis tout ça. Puis tu sais, je me rappelle, à un moment donné, j'étudiais en kinésiologie, donc à l'Université Laval, c'est dans le département de médecine préventive. Puis je me rappelle d'une discussion avec un de mes buddies de travail. Puis, tu sais, il me dit: «Ah, t'étudies dans quoi à l'université?» Tu sais, puis là, je dis: «Ah, je suis dans le département de médecine à l'Université Laval en kinésiologie». Puis il me regarde, puis il fait comme: «Pourquoi donc tu es avec nous autres, toi? T'es comme un gars de la haute». Puis là, je suis comme: «La maison sur laquelle on travaille, le gars a beaucoup d'argent, mais il est en train de poser les briques à ta place? J'en ai tous besoin un de l'autre, là. On fait toute partie d'un écosystème». Fait que, tu sais, c'est une vision qui est Poilievre a exactement la même. Il vient d'un milieu difficile. Il se fait identifier. Des fois, je capote parce que le monde ne se renseigne pas. Mais tu sais, si vous écoutez là, le podcast avec Rogan ou avec Diary of a CEO, tu sais, il raconte que son père, alors qu'il était adolescent, a comme avoué qu'il était gay. Il a marié une immigrée, une personne qui a fui son pays. Tu sais, on lui dit: «Ah, il est anti-gay puis il est contre l'immigration». Attendez une minute, là. Son père est gay, gang, là, comme de quoi vous parlez, là? Il est très, très ami avec le chum ou le mari à son père. Sa femme est issue de l'immigration. Je déteste pas les immigrés. Ses enfants, il y a un de ses enfants qui vit avec le spectre de l'autisme. C'est un gars qui est excessivement groundé, mais il a été crafté, il a été fait sur un Trudeau, l'autre bord, qui était dans les idéologies puis qui dépensait l'argent du monde. Il est devenu ce personnage-là de Hey, tu vas-tu arrêter de dépenser l'argent des gens sans compter de même? Tu veux dire que c'est Trudeau qui Les lui a. deux se sont créés un l'autre. Moi, en fait, Trudeau était déjà créé, mais mon point, c'est que la réaction puis la personnalité de Poilievre, qui a été beaucoup mis comme le combatif agressif, était en réaction avec un dépensier comme sans mesure. Quelqu'un qui était dans les programmes idéologiques puis qui réalisait pas que, ouais, mais attends une minute, là, en bout de ligne, c'est le monde qui paye pour toi. Là, puis toi, parce que tu veux te sentir bien puis tu donnes de l'argent à tout le monde, mais les gens payent pour ça. Là. Alors, tu as une personne qui était foncièrement tannée de voir ça aller. Et là, tu amènes un carnet dans l'équation. Et là, c'est là que c'est drôle, parce que les libéraux, là, c'est comme si depuis 10 ans, il n'y a rien qui s'était passé. Je l'ai dit en comité l'autre jour, je dis, puis Carney est arrivé là, comme le sauveur des libéraux qui est descendu sur Terre pour effacer les péchés depuis 10 ans. Il n'y a plus rien qui existe. Tout l'argent que vous avez dépensé, tous les programmes qui ne marchent pas qu'on vit aujourd'hui, notamment sur l'immigration, ça n'existe plus. Vous venez de partir, là, vous avez un banquier, un gars qui est comme ça, tu sais, qui fait le plus grand déficit de l'histoire à l'extérieur de la pandémie, mais non, 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 lui, il sait comment compter, puis
C'est comme la narrative vient de changer, là, puis là, le monde sont, hop, c'est ça qui est arrivé dans l'élection. Fait que t'as un Poilievre combatif contre un Trudeau dépensier qui gère le pays d'une manière un peu spéciale. Et là, tu amènes un Carney de façade de non, non, je vais vous mettre ça droite. Là, les gens se disent ah, OK, on vire parce que lui, clairement, il sait où il s'en va. Et finalement, il nous amène le budget le plus déficitaire de l'histoire du pays. Puis le monde sont comme ah ouais, mais ça prend ça, c'est une crise. En même temps, si Poilièvre a été créé parce qu'il y avait Trudeau dont les excès commandaient une posture La réputation de Poilievre, qui a c'est été. ça que je voudrais dire. Non, mais même la posture, parce que je te suis, moi, quand tu me dis que devant l'abus de Trudeau, ben, Mhm. Poilievre était lui-même choqué, puis Mhm. c'était lui qui était choqué. Fait Ouais. mais là, tu me dis que Carney, c'est un peu la même affaire, mais pourtant, Poilievre est plus doux. Ben, C'est moi où oui, ben, c'est mais moi où il n'y a pas eu aussi le besoin d'adoucir parce que ça sortait beaucoup dans les ben oui, analyses ben politiques. Les oui. gens disaient: «On peut pas avoir un gars Mhm. énervé de même parce qu'il y a Trump d'autre bord, puis ça va donner quoi ça Oui, si mais les le 2 se respect de la rencontrent?» population pour Carney était pas le même que Trudeau. Les gens étaient écœurés de Trudeau aussi, puis ils voyaient bien que ça allait nulle part. Fait qu'il donnait raison à Poilievre d'exister de cette manière-là, puis d'avoir ce ton-là, puis d'être incisif comme ça, parce que tout le monde était tanné de voir l'autre, puis se disait, voyons, tabarnouche, encore une autre décision qui nous met dans le trou. Là, on a un personnage qui s'amène, qui est un homme d'affaires, tu sais, plus respectable, avec beaucoup une grosse fiche. là. C'est comme, oh, tu peux pas parler de la même manière. Donc, c'est un peu de tout ça. C'est un constat du côté conservateur que cette approche-là incisive, les gens sont tannés. Mais c'est aussi, tu parles à un personnage qui, de l'autre côté, n'est pas l'ancien premier ministre Trudeau, que les gens se diraient, ouais, tu sais, rince les dents un peu, voir. Là, tu es avec une personne qui se dit, wow, calme le jeu un peu, tu parles pas de la même manière. Donc, tout ça, c'est, OK, on se réajuste. Est-ce que ça s'est fait assez vite dans l'élection? Est-ce que, tu sais, là, tout ça est revu et corrigé? Mais effectivement, le ton a changé. Euh, Pierre Poilievre, il s'entoure beaucoup mieux aujourd'hui. Tu sais, il fait moins de sorties tout seul. Il est plus avec ses députés. Tu sais, il y a des choses qu'on a compris qu'on doit travailler en équipe. Tu sais, on le faisait déjà, mais dans la perception. Puis, la politique, c'est du marketing aussi. On vend un produit, on vend une idée. Puis les gens, comment ils nous payent, c'est avec une fois aux 4 ans avec un vote. C'est leur dollar qu'ils peuvent nous donner. Donc, ça aussi, on doit être capable de desservir le message, d'intéresser les gens, puis de dire, hey, en passant, nous, notre plan, là, tu devrais l'aimer parce que c'est ça qu'on voudrait faire. Et je pense que c'est le plus gros défi des conservateurs aujourd'hui, notamment au Québec, c'est de redevenir sexy. C'est d'être capable de se dire, ouais, je pense que peut-être leur plan y est meilleur, il est moins fou, il est moins garoché par les fenêtres, parce que là, on commence à comprendre que de tirer de l'argent partout, là, c'est pas une solution qui marche à long terme. Je vais Puis, sortir les dépenses pendant ben, tu que sais, tu. pendant que tu sors les dépenses, je vais juste te dire, Vas-y. il a fait le plus gros déficit de notre histoire. Et là, le monde va dire, ouais, c'est exceptionnel. Non, non, attends, là. Il planifie faire un déficit de moyenne de 55 milliards de dollars dans le trou année après année pour les 5 prochaines années. Et ça, c'est ce qui sort nulle part. C'est pas genre, je vais faire 65 cette année, puis on va revenir à l'équilibre l'année prochaine. C'est non, non, non. On va rajouter en moyenne 55 pendant 5 ans. C'est grave, là. Bah oui. Trudeau, c'était 31. Mhm. Mais c'est surtout que Trudeau, on se disait, ben, l'économie, c'est pas son affaire, il s'entoure, mais lui en soi, c'est pas son affaire. Mais je veux dire, Carney, c'est censé être monsieur économie. Ben oui, ben oui. Là, les dépenses, tu me confirmes que c'est vrai. Là. Effectivement, ça dit source du Parlement du Canada, Ouais, Mark Carney's in-flight catering expenses, donc la nourriture dans dans l'avion. l'avion. Ouais, Euh, on s'en va à Mexico, 33 000. 33 903 et Ouais. 37 sous. Colin, tu connais par cœur. New York, 22. New York, on est à. 22-24 dans ce coin-là. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, New York, USA, non, on est à 700 pièces. Sauf que regarde bien. Ah, c'est euh, plus loin. Ben, il est allé à New York pour 24 000, je l'ai. Là. 159 000 pour Dubaï, ça, c'était terrible. mais attends, Rome, 100 000. Ouais, 96 700. Mais comment ça fonctionne? Lui, il est avec du monde dans l'avion, j'imagine? Ben, faisons le calcul. Ça, c'est l'argument que je vois souvent passer sur mes réseaux. Ben là, attends une minute, là, 159 000 pour aller à Dubaï, il n'est pas tout seul. OK. Mettons, on le met à 160 000. On le divise en deux, parce que c'est aller et retour. Il faut qu'il mange dans l'avion aller, puis il mange dans l'avion retour, parce que les petits sacs d'amande, c'est pas assez. C'est OK. Fait que c'est 80 000 aller, 80 000 retour. Combien de personnes avec qui il voyage? Puis c'est quoi, tu sais, pour un vol, mettons, de 12 à 14 heures? 80 000. Tu voyages-tu, quoi, avec 10, 20, 100 personnes, 1000 personnes? Tu sais, un premier ministre ne voyage pas avec 1000 personnes. Là. Tu n'arrives pas qu'une délégation de 1000 personnes dans ton avion. Là, tu sais. Mettons que vous êtes 100.
comme vous avez vraiment besoin de manger pour 800 genre pour, même pas, ça serait, ouais, ça, 800 chaque pour un vol de 14 heures. Sérieux, faites-vous des sandwichs, gang, là? Pendant que le monde a de la misère à payer leur épicerie et leur gaz, pendant que tout le monde n'arrive pas, vous dépensez 80 000 aller, 80 000 de retour. Et là, le monde va souvent dire, non, non, mais c'est parce qu'il y a sa sécurité qui est là-dedans. Non, on parle de manger dans l'avion, pas le gaz de l'avion, pas les salaires. On parle de manger dans l'avion pendant que le monde n'arrive pas. Ça n'a aucun bon sens. Y a-tu de l'alcool là-dedans? Ben, s'il y en a, Mais peut-être qu'il devrait se laquer un peu. ben, c'est parce que je vois pas comment ça peut être autre chose que de l'alcool, là. Parce que, je veux dire, c'est quoi qui coûte ça, là? Non, non, mais je veux dire, C'est le bout que je pose des c'est du questions. Puis poisson, c'est du qu'on. steak. On te répond quoi? Mais il n'y a pas de réponse. C'est que dans leur tête, c'est fou de poser ces questions-là. Non, non, c'est pas ça. Voyons, donc vous êtes conspirationniste. Voyez, c'est normal. Mais on peut pas voir les factures. On voit juste Ben, le là, c'est montant. c'est le bout que j'ai demandé. Là, on peut-tu avoir accès à ce qui a été dépensé? On peut-tu avoir accès? Ton steak en or, là, pourquoi tu as pris un steak en or? Là, on peut-tu savoir ce que tu as demandé pour 80 000 aller, 80 000 retour, 160 000 faire un vol? Si vous allez en avion, là, allez-vous payer 800 pièces par personne dans l'avion, genre, pour manger quoi? 800 pour 14 heures. Mettons un repas, on peut comprendre, là, 4 heures, deux petites collations pour 800 pièces. Non, non, mais puis, je veux dire, regarde, là. C'est parce que Corée du Sud, 25 000 Là, tu te dis, c'est parce que c'est quand même, je sais pas, peut-être presque 20 heures de vol, là. Mais Washington, D.C., Ah, c'est 20 Washington. 22 000 pour Washington, C'est ça. D.C. Tantôt, je disais New York, mais c'est Non, non, mais, Washington. bon, mais C'est un vol de 2 heures. c'est juste à côté, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a un Amène-toi repas, des amendes, mon ami. Là. 22 000, Ouais. C'est 100 assez 000 spécial. Italie, 50 000 Bruxelles. Ouais. Parle-nous de Brookfield. Brookfield, là, ça, c'est un mot, on l'entend, puis Ouais. on dit, bon, ça, il travaillait pour Brookfield avant. Pas de peau, il était à la tête de Brookfield. Il travaillait à la tête de Brookfield. Puis là, quand tu regardes, encore une fois, les faits, c'est les faits. Moi, c'est pas de l'opinion, là, c'est des faits. On est sur le comité d'éthique, on fait venir le président, le directeur des opérations de Brookfield. Pas un ami conservateur, pas. Non, non. Le directeur des opérations de Brookfield qui nous dit quand Brookfield fait de l'argent, le premier ministre s'enrichit. C'est lui qui le dit. Fait que là, t'es comme, OK, mais pourquoi à chaque voyage, puis là, on gratte un peu, quelques jours avant, quelques jours après, ou même pendant, Brookfield est présent où est-ce que le premier ministre est? Pourquoi les annonces du gouvernement libéral depuis la dernière année sur les grands projets sont toujours dans des champs d'intérêt que Brookfield a? On a l'impression que les grands projets sont pris littéralement dans le livre de Brookfield sur ce qu'eux détiennent. Et là, tu vois, je vais te donner un exemple. L'Agence spatiale européenne. On a toujours investi en tant que pays dans l'Agence spatiale européenne. Mais pourquoi, depuis que c'est le premier ministre Carney, c'est 10 fois plus? Et là, on apprend que le campus est détenu à 50 par Brookfield. Et là, tu dis, bon, vous autres, vous êtes conspirationnistes, vous inventez, vous faites des liens qui n'existent pas. Puis tu es comme, OK. Mais le premier ministre nous dit que c'est un temps de crise qui mesure exceptionnel dans un temps exceptionnel. Alors, si vraiment tu es le chevalier vertueux, tu es la personne qui se donne une mission de sauver le Canada, peux-tu te mettre de côté tes intérêts personnels, justement, pour au moins enlever ça de l'équation? Puis que les gens se disent, non, il a vendu ses parts, il va avoir fait quelques dollars avec, selon moi, puis il s'est vraiment donné comme mission de relever notre pays. Mais non. Et là, on fait venir M. Sabia, qui est le directeur du conseil privé, le greffier du conseil privé. Michael Sabia, ouais. Michael Sabia, qui est quand même quelqu'un, qui est réputé, là. Il était en tête d'Hydro-Québec avant. Puis on lui demande, puis lui, il dit, moi, j'ai vendu mes parts de Brookfield. Parce que s'il fallait que je fasse mon travail correctement, je ne pouvais pas avoir des parts de Brookfield en même temps qu'il faut que je gère le screen éthique du premier ministre. On est comme, OK, fait que dans le fond, un employé du premier ministre, lui, va vendre ses parts parce que éthiquement, il trouve que ça ne se fait pas d'avoir des parts dans des intérêts qu'il va devoir vérifier. Mais le premier ministre prend la direction de notre pays avec l'argent des citoyens, investit l'argent dans des projets qui sont très tendancieux, quand t'es comme, ouais, t'es pas trop loin de Brookfield. On n'a pas le droit de poser de questions. Puis le directeur de Brookfield nous dit que quand Brookfield s'enrichit, le premier ministre devient de plus en plus riche. La perception de conflit d'intérêts est souvent plus importante ou plus grave dans la tête des gens que le conflit lui-même. Mais pourquoi ça passe, ça? Parce qu'il n'y a pas de loi fédérale présentement. Le commissaire à l'éthique, on le fait venir. Puis la réponse du commissaire, c'est, ben, si vous voulez que la perception de conflit, en fait, lui, le commissaire, dit que la perception devrait faire partie de la loi de l'éthique. Donc, il devrait avoir le droit d'enquêter quand il y a perception de conflit, pas seulement quand il y a un conflit.
c'est lui qui propose à notre groupe éthique, à notre comité d'éthique, de changer la loi dans ce sens-là. Et là, on fait notre rapport. Tadam! Les libéraux deviennent majoritaires, prennent le contrôle du comité. Comment on change une loi? Il faut qu'un comité envoie au Parlement des recommandations et qu'ensuite de ça, ça soit voté. Si le comité ne peut pas envoyer recommandation parce qu'il est pris en charge par les libéraux qui ne feront pas quelque chose qui va leur nuire à eux-mêmes, puis qu'en Chambre, c'est les libéraux qui sont majoritaires qui ne voteront pas pour de quoi qui va les rendre encore plus imputables, on s'en va où, là? Mais c'est ça qui se passe. Fait que tu es comme, bon, ben, le moyen, c'est qu'au moins les gens le sachent. Ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, là, tu as utilisé le mot conspirationniste. Ça, c'est un mot que valise, là, que beaucoup de Ouais, gens ouais. utilisent dès que des gens se posent des questions. On remarquera quand même que les liens que d'habitude des conspirationnistes font sont assez évidents, finalement, dans ce que tu viens de me décrire, Mais là. moi, c'est des C'est-à-dire, faits. Moi, c'est des mais faits. c'est Mais ça, je c'est pas laisse les des, gens décider, ça là. semble pas être des liens tordus, là. Mais non, tu sais, Mais on est-tu assis sur un scandale, un des plus gros scandales à venir, là? ben, en fait, c'est ça. La différence avec ma perception, c'est que souvent, tu sais, quand tu es sur le comité d'éthique, les libéraux vont nous dire arrêtez d'attaquer Mark Carney. Puis moi, je leur dis, c'est pas Mark Carney la cible. C'est ce qui est en train de se passer, la cible. Est-ce que nos institutions peuvent faire face à ce qui est à ça? À un premier ministre qui arrive avec autant de ramifications financières, dans autant de décisions qui peut s'avantager. Et si notre système n'est pas prêt à faire face à ça, là, on rouvre la porte, là, que les gens vont se présenter en politique pour aligner l'argent public sur des intérêts privés, prendre le risque avec l'argent public pour que ce soit le privé qui fasse de l'argent. Puis j'ai rien contre le privé. Tu sais, 99 des entreprises québécoises, c'est des PME, c'est pas des multinationales. 98 au niveau fédéral canadien, c'est des PME, c'est pas des multinationales. Donc, moi, les entrepreneurs, là, je les supporte à fond, là. Mais de prendre du risque avec les fonds de pension du monde pour que ça soit des multinationales qui fassent l'argent. Et là, tu reviens, tu sais, puis ça pour moi, c'est non. Puis quand tu laisses, puis je vais revenir à mon affaire parce que je pense que c'est vraiment bon, mais quand tu reviens puis tu dis, posez pas de questions, il y a potentiel conflit, non, non, vous inquiétez pas, tu rouvres la porte à ce que le futur soit marqué par énormément de monde qui se présente pour les mauvaises raisons. Et l'autre chose, c'est quand tu as un premier ministre, puis là, on va revenir à Mark Carney, qui était à la tête de Brookfield, qui est reconnu comme l'entreprise canadienne qui fait le plus d'évitement fiscal. Ça, c'est la personne. Puis moi, ma campagne, j'ai dit, c'était mon slogan de campagne, l'histoire s'écrit juste une fois. Dans la vie, tu prends des décisions, puis une fois que tu as pris ta décision, puis tu as fait ton action, vis avec les conséquences, puis ça fait partie de ton histoire. Tu apprends, tu fais des erreurs, tu te relèves, ça fait partie de ton histoire. Tu ne peux pas le tasser. M. Carney, il y a 1 an et quelques mois, était à la tête de l'entreprise qui fait le plus d'évitement fiscal au pays. Devient premier ministre puis demande au monde de payer leurs taxes. Sérieux? Comme, c'est pas crédible. Ben non, ça n'a aucun bon sens. Puis les gens disent, ouais, mais donnez-y une chance, là, si c'est un gars, il est vraiment bon. Mais ça sort pas nulle part. Puis c'est le côté que je me dis, t'es pas deux personnes, là. Oui, fiscalement, tu utilisais tout, puis c'est pas de l'évasion fiscale qui serait illégale, c'était de l'évitement fiscal. Donc, ils utilisaient les lois. Mais c'est ce qu'on dit qu'il faut arrêter d'utiliser les lois pour s'avantager sans avoir l'éthique. Puis moi, je suis le comité d'éthique. On me donne la mission d'essayer de ramener le gouvernement de manière éthique. Puis on nous dit, ouais, arrêtez d'être conspirationniste. Tout ce que vous voulez, c'est faire des clips. Oui, puis là, il y a une priorité, puis c'est Trump, puis C'est on ça. peut tous se mettre ensemble, puis se concentrer là-dessus, On puis pouvait se mettre ensemble. Les citoyens avaient voté pour un parlement minoritaire. La job, c'était, entendez-vous, ça ne sera pas ni toi, ni toi. Ça ne sera pas le plan libéral, ni le plan conservateur. Ça va être un plan unifié pour faire avancer notre pays. Entendez-vous. Le résultat, M. Carney n'accepte pas ça. C'est de l'opposition, c'est de l'obstruction. Il veut juste son plan. Puis c'est les conservateurs le problème. C'est les penses-tu qu'il conservateurs qui chialent. penses-tu qu'il va rester au Canada après sa carrière Ben, politique? l'ensemble de sa famille n'est pas ici, anyway. Fait que, tu sais, je sais pas, son siège social est rendu à New York. L'ensemble de sa famille ne vit pas au pays. C'est vraiment spécial. On dirait en temps normal, on n'accepterait pas ça, là. Ben non. Ben non. N'accepte pas un coach du Canadien qui ne parle pas français. Tu sais, tu regardes notre premier ministre, puis là, tu te dis, ouais, ta feuille de route est peut-être bien belle, là, mais les résultats sont quand même là. Tu sais, c'est des faits, ça, ton évitement fiscal. C'est pas nous qui l'invente, c'est factuel. C'est des faits, genre, que Brookfield, quand il va bien, tu fais beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des faits que les actions de Brookfield ont explosé depuis 1 an. C'est des faits, genre, que les grands projets canadiens s'alignent parfaitement avec les intérêts de Brookfield.
C'est pas de la perception, c'est des faits. Puis notre job à l'éthique, c'est de s'assurer que ça ne devienne pas, premièrement, que ça vienne miner la démocratie, que les gens croient moins à notre système. Tu sais, on le sait, là, tout le monde, ah, vous êtes là pour vous avantager. Ben, bravo, premier ministre. Là, tu mets genre du jet fuel pas mal dans la machine. Puis de l'autre bord, c'est notre rôle de s'assurer que nos systèmes préviennent ça. Si c'est le cas, donc c'est le cas, là, on peut avoir un système qui est prêt à faire face à ça. Si c'est pas le cas, tant mieux. Mais si c'est le cas, il faudrait qu'on ait un système qui est fait. Non, arrêtez de poser des questions. On parle-tu de hockey? Oui, on parle de hockey, certain. Avec Parce mes bas, que, regarde, mes bas de Martin Saint-Louis. ben oui, j'ai vu ça, puis tu l'as mentionné quelques fois que tu entraînes des joueurs, tu Ouais, l'as dit, mais là, bon, on va le préciser. Tu as un gym, ouais. tu es préparateur physique, puis tu as travaillé avec des gars, puis tu travailles encore avec des gars qui sont dans la Ligue nationale de hockey. Là. Ouais. Nomme-en quelques-uns. Ben, j'ai eu la chance et le privilège de travailler avec énormément de joueurs de hockey dans ma vie. Des joueurs qui sont à la retraite aujourd'hui comme des joueurs actifs. Fait que, tu sais, des Marchessault, Yannick Gourde, Mathieu Olivier, Columbus, présentement, un des toughs, les plus toughs dans la Ben ligue. Puis oui, là, ben, on a Bolduc présentement qui est Zachary un Bolduc. playoff. Ben oui. Alors, Zach Bolduc, Jack Pelletier, qui appartient à Tampa puis qui est un des meilleurs marqueurs de la Ligue américaine. Euh, j'ai vraiment, tu sais, la chance, tu sais, tantôt je te disais la chance, j'ai une chance exceptionnelle. Comment c'est arrivé, ça? Ma chance? Non, mais comment t'as rencontré ces gars-là? Ben, c'est ça. Moi, Raconte la petite histoire. j'ai commencé à travailler après la kinésiologie. Mon maître de stage, Raymond Veillette, lui, était beaucoup avec le football rouge et or. Puis moi, quand je suis revenu, j'ai fini mes études en France. Puis quand je suis revenu ici, je voulais être préparateur physique de football, ce que j'avais vécu avec Raymond, puis préparateur physique de rugby. J'avais découvert le monde du rugby en France, puis je capotais. C'est un sport incroyable. Et là, ben, Raymond me dit, ah, Gab, tu sais, je veux vraiment me concentrer sur le foot. Puis j'aimerais ça te donner le hockey. Je vais te présenter Patrick Roy, qui est entraîneur-chef des Remparts de Québec. Moi, ce contrat-là, c'est un contrat à temps partiel, puis tout ça, fait que je le prendrais pas. Puis l'année prochaine, j'irai pas, tu sais. Fait qu'on fallait aller 2 fois par semaine entraîner les gars et tout. Là, ça fait 1+1 dans ma tête. Là, je me dis, crème, Patrick Roy, feuille de route, Gab commence, donc c'est bon. Puis les Remparts de Québec, c'est la plus grosse organisation junior au monde. Alors, une journée, je me présente au Colisée Pepsi. Et là, je rencontre la légende vivante, Patrick. Puis la première chose que Pat, il me dit, il me regarde et il dit, je me suis jamais entraîné de ma vie, je suis le meilleur gardien de tous les temps. Ça a l'air, ça prend un préparateur physique, es-tu prêt à faire la job? Là, je suis comme, salut, on va avoir du fun. fait que Pat était très. Il est exceptionnel, hein. C'est une personne vraiment. C'est un leader qui est incroyable, mais c'est un gars d'équipe. C'est comme ça que j'ai appris à travailler en équipe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que j'ai commencé comme ça, puis c'est l'année que Marchessault arrivait avec Michael Tam, avec Fred Roy. Fait que j'ai commencé à entraîner Bébite, il avait 16 ans. Là, tu sais. Je me rappelle du premier livre que j'y ai fait du gym à chez eux. Là, il a jamais arrêté de parler, là, pendant une demi-heure. Là, jamais arrêté. J'ai regardé ma blonde après, puis j'ai dit, crime, je suis épuisé. C'est un personnage, il est tellement drôle, John. Là. C'est vraiment un super bon Jack. Fait que depuis l'âge de 16 ans, je l'ai entraîné, puis j'ai vécu avec lui toutes les émotions. Tu sais, East Coast, se fait échanger. Tu sais, Yanni, pareil. Là. Yanni, on a eu des discussions Yannick sur Gourde. ouais, est-ce que je continue à jouer au hockey? Là? Tu sais, les joueurs passent par ça. Puis je trouve que ça, c'est le bout. Puis là, tu sais, après ça, je peux te parler de Matt Olivier que j'ai entraîné depuis qu'il y avait 16 ans, qui était dans le midget 3A. Bolduc qui est arrivé avec les remparts par la suite, mais l'aspect travail puis l'aspect difficulté. Aujourd'hui, on ne valorise pas les échecs. On veut juste des belles histoires. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est juste comme, hey, regarde, je suis millionnaire, j'ai commencé hier. Puis ces gars-là, tu sais, ils ont vraiment grindé. Puis tu sais, je me rappelle une histoire qui est un peu folle, mais inspirante aussi. Tu sais, j'ai un jeune récemment. La mère, elle m'appelle, puis tu sais, j'entraîne plein de joueurs, mais j'entraîne aussi des plus jeunes, des gars midget 3, junior majeur. Puis elle me dit, ah, il s'est fait couper, ça va pas bien, tu sais, il est down, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis elle trouve le moment plate. Puis tu sais, j'ai dit, tu le sais, Karine, les joueurs que j'entraîne, tu sais, leur histoire, quand ils étaient dans le bout de tough, était pas le fun. Mais t'écris jamais un film, t'écris jamais un livre ou tu feras jamais un film sur une histoire facile. C'est pas motivant, c'est pas inspirant pantoute. Je dis, si ton gars traverse de l'adversité, ça va juste en faire une meilleure personne. Mais c'est ça, tu sais, mes gars, c'est ça. Fait que John, Coupe Stanley, Conn Smythe. Yannick Gourde, 2 Coupes Stanley. Qui a signé un gros contrat, Jonathan Marchessault, Ouais, enfin dans sa carrière. enfin, Ouais. tu sais, puis une belle carrière. Il a marqué 40 buts, hein, lui, dans la Ligue nationale, il me semble. Il a fait une saison de 40 buts à un moment donné. Si je me trompe, ouais, t'as raison. Puis c'est bizarre parce que c'était l'année après avoir signé son contrat.
si je ne me trompe pas. Il y a eu une meilleure saison après avoir signé son contrat qu'avant. Tu sais, souvent, c'est le contraire. Là, tu sais, tantôt, on parlait un peu des stratégies. Tu sais, les gars, ils disent j'ai encore une bonne année devant moi, je vais signer plus court pour vraiment performer. Lui, il a signé, puis bam, il y a une saison incroyable. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai le privilège d'avoir quand même été à 3 fêtes de la Coupe Stanley. J'ai tenu le Conn Smythe dans mes mains. Tu sais, les boys que j'entraîne ont gagné la Coupe Midget 3 au pays, la Coupe junior majeure avec tu sais, Gilles Courteau, la Coupe du Président, la Coupe Memorial. En Europe, j'ai une Coupe de Suisse, j'ai 3 Coupes Gargarine avec Grigorenko. Tu sais, mais toujours par l'effort et le travail. Tu as dit que Kucherov, moi j'avais oublié ça. Ouais, ouais. Kucherov a joué pour les Remparts. Demi-saison, ouais. Est-ce que tu l'as côtoyé? Ben oui, je l'ai C'était entraîné. quel genre de gars c'était? Parce qu'on l'haït Incroyable. maintenant au Québec, on l'haït. Non, c'est vraiment un bon Jack. Mais tu sais, quand je l'ai connu, il était jeune aussi. Là, tu sais, après ça, veux pas, quand tu te fais entourer de monde qui te disent que tu es la 7e merveille du monde à tous les jours, j'imagine que ça peut peut-être influencer un peu qui que t'es comme personnalité. Mais moi, quand je l'ai connu, il arrivait de Russie. Il venait s'entraîner au gym l'été. Je l'ai entraîné pendant une demi-saison. Un gars exceptionnel, respectueux, des belles discussions avec, intéressé. Il me disait toujours merci. Thank you, God. Thank you, God. Tu sais, il est incroyable. Ouais. Fait que, mais je ne l'ai jamais vraiment recroisé parce qu'après ça, il est parti Mais on vivre aux l'haït parce États-Unis. qu'en finale de la Coupe Stanley en Oui, oui, 2021, oui. il avait mais il avait été baveux. C'était Ben comme. oui, Mais ben c'était un oui. drôle de moment pour être baveux. Tu sais, honnêtement, des fois, je dis aux gens, Ouais. relax, c'est du sport. Mais c'était Non, vraiment non, un non. drôle de moment pour être Ça se baveux. faisait pas, ce qu'il a fait. Ça se faisait pas. Ouais. C'était ça, être un mauvais gagnant. Pour vrai, là. Tu sais, c'était vraiment. Il a agi comme un mauvais gagnant, mais moi, je ne l'ai pas reconnu. Tu sais, j'étais comme, voyons, crime, c'est Il pas y avait lui, peut-être bu une là. petite bière aussi. Ouais, Hein. d'après moi, il en avait payé quelques-unes. 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 Es-tu le meilleur joueur de hockey, tu sais, mettons, que tu n'as jamais entraîné de ta vie, que tu n'as jamais côtoyé? Ouais. Écoute, ouais, ça serait dans les grands, grands talents. J'ai eu des talents, là, que... Tu sais, quand tu dis quelqu'un scraper sa carrière, là, puis je donnerai pas son nom, là, mais pour qu'une équipe pro, pendant 3 ans, te le renvoie année après année, puis je communique avec eux autres tout le temps, puis le joueur, là, j'ai jamais vu un grand de 6 pieds 4, un mastodonte, il patinait comme le vent. Il avait un coup de patin incroyable, j'ai jamais vu ça. Une shot, une vision des mains, c'est comme crème. Tout le monde capotait sa glace. Le gars, il aurait été first round, genre incroyable. Là. Scraper sa carrière par manque d'effort et de travail. Ça, je l'ai vu aussi. Fait que tu sais, t'as de tout, t'as de la chance, t'as beaucoup de toi dans l'équation. Tu sais, comment tu travailles, comment tu mets les efforts. Mais c'est ça, j'ai une belle carrière. Mathieu Olivier, parle-moi un peu de lui parce qu'il fait peur. Là. Ah non, c'est vraiment. C'est-tu le plus gros bagarreur de la Ligue en ce Ouais, moment? ouais, Ouais. ouais, de loin. C'est un gars qui perd pas ses combats. C'est un gars qui est tellement sweet, là. Je veux dire, Matt, c'est un être humain exceptionnel, là, tu sais, puis respectueux, puis il rentre dans le gym, se prend pas pour un autre. Tu sais, moi, mon gym, il est pas fermé au public, là. Il y a du monde partout. Les gens viennent voir les pros. Quand Bolduc est là, tu sais, les high-five, il y a des jeunes qui passent. Hey, Bolduc. Mais Matt, c'est un gars, genre, tu sais, il va aller attacher patin des enfants, là, tu sais, c'est un gars de même, là. Il est super people. Mais quand puis il est fort comme un cheval, en passant, là, tu sais, il peut faire des séries de squats à 400 kg, puis il te regarde en riant, là, c'est un cheval. Il y a des cuisses, là. Euh, mais quand il s'entraîne, tu sais, il est très sérieux. Il niaise quand c'est le temps de niaiser, puis il travaille quand c'est le temps de travailler. Puis ça, c'est bon parce que ça l'amène le groupe à level up. Tu sais, on va travailler ensemble, mais là, tu sais, hey les boys, ça suffit, là. On travaille. Oups, le gars sort les fesses, puis il avance, c'est mat. Mais je l'ai vu une fois où est-ce que j'ai poussé, parce que c'est mon rôle aussi de pousser, là. Où est-ce que les yeux ont changé, là? Puis là, t'es comme, oh, OK, toi, quand c'est le temps de te battre, là, puis que t'as ces yeux-là, je veux pas être le gars dans Mais c'est toi qui regardais de même? Oui, parce que là, je le poussais, puis là, tu sais, c'est correct, il faut que tu le pousses à la limite de lui-même pour être capable de voir jusqu'où il est capable de se rendre. Puis quand il s'est mis en mode genre destroy, là, les yeux ont changé, là, puis tu sais, honnêtement, j'ai comme reculé d'un pas. Je fais comme, ouais. Tu sais, je voudrais pas qu'il voit noir, genre, puis qu'il en donne trop, puis qu'il fasse comme, oups. C'est vraiment, c'est un tough guy, mais vraiment exceptionnel comme personne. Mais tu comprends la dualité du personnage. Quand il a sa job à faire, puis il faut qu'il soit intense, puis qu'il frappe, puis qu'il domine la glace, puis qu'il lance un message, comme dans les séries, tu sais, c'est des gars de même qui font une différence, là. Puis il sait jouer au hockey aussi, là, tu sais, je veux dire, il score des buts, il fait des passes, puis il est... Ben oui, tu m'as rappelé, je l'avais oublié, il a signé un gros contrat là, Ouais. pour un gars qui drop les gants. Là, Je pense que c'est le plus gros contrat chez un joueur identifié comme un tough de la Ligue nationale. Puis après ça, ben, tu sais, ça, c'est l'autre affaire. Quand tu es le roi de la montagne, tu es l'ennemi à battre, tout le monde veut se faire la main sur toi dans le sens que c'est un statement. Tu sais, tu vas aller dire à ton équipe, ouais, j'ai pas eu peur, j'ai affronté Mathieu, puis si tu es capable de le mettre à terre, mais là, tu es un héros. Fait que ça vient aussi avec une job qui est encore plus tough. Tu sais, de grinder pour y arriver, c'est quelque chose,
Mais quand tu es rendu en haut, tu es la cible à abattre pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est comme une équipe qui gagne toujours sa saison, tu sais, qui a 0 défaite. C'est le fun au début, mais à un moment donné, tous les clubs font la game de l'année contre toi, là. Fait que, tu sais, ta job est jamais plus simple parce que tout le monde veut te battre comme vraiment beaucoup, là. C'est Fait que quand c'est ça. même, ça, c'est quand même la preuve que c'est un esprit de sport de tough, le hockey, parce Ouais. que tu veux te battre contre le plus tough, mais ça veut aussi dire que tu vas sans doute manger un maudit gros coup de poing sur la face, là. Tu sais, ben oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu sais, tu veux te Ouais, battre contre lui. Tu ouais, sais, à la boxe, par exemple, il y a des raisons de vouloir battre le numéro un, c'est parce que c'est payant. ouais. Mais en réalité, te battre contre le plus tough dans la Ligue nationale, c'est pas payant financièrement. Je veux dire, je veux dire, C'est un tu statement, c'est puis il un faut que tu statement, c'est restes plus un là longtemps. statement. C'est vrai que tu peux, après, tu sais, rester plus longtemps dans la Ligue nationale parce que tu as battu le plus tough. Ils se battent entre Québécois des fois, hein? Ben oui. Tu Parce sais? que comme je te disais tantôt, tu sais, moi, quand mes deux gars se sont affrontés, c'est deux Québécois, puis ils sont allés prendre une bière ensemble après, puis John Cooper les a croisés au bar pour dire Hey, les gars, vous avez fait ma soirée, c'est incroyable ce que vous faites là. Mais John, que j'ai eu une belle discussion avec il y a 2 étés, vraiment Ben, un bon gars. c'était qui d'abord, ces 2 Québécois-là? Pierre-Luc Leblond, qui est le Pierre-Luc? plus long combat de la Ligue nationale encore. Ah ouais. Puis Pierre-Cédric Labrie, qui vient de signer, puis qui est rendu assistant coach des Remparts de Québec. Fait que eux autres, je les ai eus quand ils étaient dans leur prime, puis ils étaient chacun, tu sais, un à Tampa, puis l'autre, il est allé, Pierre-Luc, il a fait les Devils, puis ensuite de ça, il a fait Calgary. Puis, mais ça, eux autres, c'est dans la Ligue américaine. C'est OK. quand ils étaient dans la Ligue américaine, c'est deux chums, s'entraînent ensemble l'été, deux gars de Bécomo. Puis là, ben, John Cooper, il coach. Je pense que c'était le Crunch de Syracuse à l'époque ou le Crunch de. En tout cas, Ben, c'était le Crunch, là, le club école. du Ouais. Lightning. Puis cette soirée-là, les deux gars se sont fightés sur la glace. C'est Spécial deux grands pareil. chums, là. Ben ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que tu sais qu'il y a un coup de poing qui va peut-être Ouais, mettre le gars cold à terre, là. ouais. Knockout cold, là, tu sais. Il y avait cette job-là à faire, puis tu sais, chacun dans la Ligue américaine veut faire son nom parce que la Ligue nationale vérifie, check. Puis il y a des époques, tu sais, il y a des époques où est-ce que les toughs sont super comme prisés, tout le monde en veut. Il y a d'autres époques où est-ce que un joueur de soutien, tu sais, comme Matt Olivier, c'est parce que c'est un parfait hybride. Tu sais, il est vraiment tough, mais il sait jouer au hockey, il compte des buts, il est présent, supporte l'offensive. Tu sais, c'est un gars qui est très, très là sur la glace. Il ne sait pas patiner, il est juste là pour se battre, là. Mais tu sais, il y a eu une époque, tu sais, Pierre-Luc, c'est un bon patineur aussi, il frappait fort, puis ici aussi. Puis c'est justement au mariage de Pierre-Cédric Labrie que John Cooper était là. Imagine le lien, là. Le gars, il n'est plus dans la ligue depuis longtemps. Puis au mariage, John Cooper, on se croise, on jase ensemble, puis il me parle de cette soirée-là où est-ce qu'il dit ces deux Aïe, aïe, gars-là aïe. ont marqué ma vie. Il dit je le sais que c'est des chums, puis ce soir-là, ça allait pas, puis on avait besoin d'une étincelle, puis ils se sont battus. Puis il dit j'étais comme waouh. Wow. Ouais, fait que c'est ça. Toi, tu entraînes, ces gars-là, ben, tu sais, c'est pas juste des batailleurs, là, Non, parce non, qu'on a non, parlé de non. Zachary Bolduc. Bolduc. Ben, Bolduc, Bolduc, il frappe il y a et. des bonnes séries quand même, Oui, là, oui, honnêtement, très là, bonne on découvre série. qu'il est quand même baveux Oui, aussi. oui, oui. Mais tu sais, les bagarreurs que tu entraînes, Là, c'est des j'en ai deux, là. bon, Ben, t'en as 2. trois, mettons, avec Matt, que je considère comme un hybride, là, mais Mais ouais. ces gars-là sont obligés de savoir bien jouer au hockey. On n'est Ouais. plus dans les années des mais tu sais, moi, quand j'avais 12, 13, 14 ans, puis je regardais le hockey, tu avais des gars qui savaient pas jouer au hockey, là. Ouais, Ils c'est plus faisaient ça, juste là. se battre, C'est là. plus ça. Ouais. Tu sais, tu savais même pas si ces gars-là étaient capables de la mettre dedans, tu sais. Mais le sport a tellement évolué, puis tu sais, notamment, écoute, moi, je suis vraiment spécialisé dans le hockey, mais c'est le sport autopropulsé le plus rapide au monde. La vitesse d'impact est beaucoup plus grande qu'au football. Fait que tu peux plus avoir un gars qui est pas capable de se diriger sur la glace ou que tu sais, le sport va beaucoup trop vite, là. Pourquoi les bandes sont rendues qui bougent, tu sais? C'est parce qu'il y a une bande fixe, les gars, ça serait genre des fractures à tous les matchs. Le sport a été obligé de s'adapter parce que la vitesse des gars est beaucoup trop grande. Fait que tu peux pas embarquer un gars sur la glace aujourd'hui dans une équipe professionnelle qui tu sais, est pas capable de patiner puis qui sait juste se battre, ça n'existe plus, là. Ça va trop vite. Puis ça serait dangereux pour lui, là, pour vrai, puis ça serait un contre sur la glace. Là. Les gars tourneraient autour, puis ça servirait vraiment à rien. Il serait même pas capable de se rendre à sa bataille. Tu sais. Fait que non, le sport a évolué Mais beaucoup. c'est-tu le sport le plus garde, je vais appeler ça tough. Puis là, tu détermines comment tu veux, là. Tu mêles la Sur les vitesse. impacts, c'est le plus violent. Sur les impacts, c'est le plus Plus violent. violent que le Ouais. rugby? Oui, parce que la vélocité est vraiment plus grande. Les gars vont vite sur une glace. Là. Il y a moins de protection au rugby, par contre. C'est pour ça qu'il y a quelque Oui, chose. oui, tu vas avoir l'impact, mettons, au niveau de la tête, peut-être un peu plus grand, mais l'impact vraiment d'une mise en échec, puis la vitesse du jeu, puis c'est pas des petits gars, là, tu sais, la préparation physique. Tu sais, des fois, le monde me compare le temps de Wayne Gretzky à aujourd'hui. Wayne Gretzky serait juste pas capable de jouer dans ce ligue-là. Ouais. Juste pas capable. Les gars pèsent 225 livres, puis ils vont comme, ils patinent comme le vent, là. Tu sais, c'est des trains sur la glace, là. Puis quand la bande arrive, tu te fais écraser là. Fait que tu as besoin de masse musculaire pour protéger
notamment tes os. Tu as besoin de puissance pour décoller, accélérer, freiner. Donc, la game est vraiment très rapide. Les impacts sont très, très, très forts. Donc, le sport a beaucoup, beaucoup évolué. C'est vraiment tout un sport. Puis, je me suis toujours demandé, toi, tes côtois là, l'été, tu dis, ils m'invitent dans leur party quand ils gagnent la Coupe Stanley, t'es allé dans des mariages, t'es connais, là. Ouais. Ils sont jeunes, font beaucoup d'argent. À ta connaissance, sont-tu bons avec leur argent? Oui, ils sont très brillants. Oui, Tu vraiment sais, un gars brillants. comme Bolduc, je ne sais pas combien il gagne, il faudrait que je vérifie, mais il a 22 ans, là, 22, Mm. 23, Ouais. là. Je pense qu'il a 23. Ouais, ils gagnent beaucoup d'argent pour leur maturité, mettons, en tant que quand tu vieillis dans la vie. Tu as 18 ans, tu peux jouer dans la ligue puis tu gagnes des millions. Mais ceux que j'ai, c'est tous des gars vraiment, tu sais, sont très terre à terre. Ils vont se payer une belle voiture, ils vont se payer des affaires, mais c'est pas des gros dépensiers. C'est des gars, tu sais, des gars de famille. Tu sais, John, là, je pense qu'il est rendu quoi, à 5 ou 6, 5 enfants? C'est un gars de famille, là. Tu sais, John, il a sa maison au lac, tu sais, il est bien, là, mais Ça, c'est c'est Jonathan Marchessault. Marchessault, ouais. C'est un gars de famille. Yannis, c'est un gars de famille. Matt Olivier, c'est un gars de famille. Tu sais, ces gars-là font attention à leur argent, puis ils savent aussi. Puis les agents jouent aussi là-dedans. Ils sont mieux conseillés peut-être qu'avant, mais ils savent que c'est pas éternel. Puis que tu sais, t'en fais de l'argent, mais t'en fais sur une courte période de ta vie. Donc, planifie ton après-carrière. C'est important aussi. Puis tu sais, si tu joues à Montréal, ça se peut que tu signes beaucoup de deals pour vendre des chars Ford le reste de tes jours. Là, mais tu sais, quand tu joues à Nashville, mettons, puis tu es un Québécois, ben tu sais, tu vas plus limiter, mettons, tes entrées d'argent comme superstar d'une province ou d'un pays. Fait que, tu sais, puis même là-bas, le hockey est beaucoup moins fort, mettons, que le football ou autre. Fait que, tu sais, la relation, c'est quand ta carrière est finie, et j'espère que tu l'as bien placé. Parce que tu n'auras pas des deals à l'infini, genre pendant je sais pas combien d'années, puis qui vont être très payants. Fait que les gars sont conscients de ça. Merci beaucoup, Gabriel Hey, Hardy. c'était C'était le le fun. fun. Là, on va faire un petit jeu parce qu'on est vendredi. Oui. Le Canadien mène 1-0 Hi. dans la série. Puis là, l'épisode sort, bon, mardi après le 3e match pour Ouais. les membres exclusifs. Fait qu'on va faire une petite prédiction, là. Parce que les experts disaient que les Hurricanes allaient gagner. Mhm. Je sais pas, toi, mettons, avant le premier match, c'était quoi ta prédiction? Moi, je pensais honnêtement que les Hurricanes allaient. Ils ont commencé le match de même, là, ils allaient jouer vraiment du gros hockey. J'ai l'impression que le Canadien, Fait que tu les avais donné gagnants dans la série. je le disais en 6 pour les Hurricanes. Mais Puis quand là, j'ai regardé ouais. hier, le Canadien, on dirait qu'ils ont repris leur petit glamour factor de l'année. Tu sais, Caulfield, dans l'année, là, il n'avait pas peur de se faire frapper. Tu sais, il y avait le swag. Hein, dans le hockey, on va dire il y a du swag. Tu sais, il était là, il était sur la glace, faisait sa petite feinte, il tricotait puis il mettait dedans. Puis on dirait que dans les 2 premières rondes, je le sentais un peu timide. Puis hier, j'ai regardé le match, je dis waouh, peut-être qu'ils ont catché là, que c'est correct, on peut ressortir ça, là, on peut revenir avec notre swag. Puis là, ils se sont mis à compter. Fait que je pense que ça va être Canadien en 6. Canadien en 6. Fait que Ouais. tu renverses Je renverse ma décision. Puis Non. imagine une finale Avalanche canadien avec l'Avalanche qui met son chandail des Nordiques. Ça n'a aucun bon sens. Ça. Mais là, ça serait. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu vas prendre pour l'Avalanche? Ben écoute, là, je serais vraiment mystifié parce que Bolduc, bleu-blanc-Bolduc, je serais très content qu'il gagne. Mais imagine le match. Ouais. Non, mais tu sais, juste dans l'œil du Québécois, là, tu regardes ça, tu es comme, waouh, sur la glace, au Centre Bell, tu as les Nordiques d'un bord, puis tu as le Canadien de l'autre. Ça fait des chicanes de famille assurées. Ça serait fou. Ça serait fou. Je le souhaite. Merci d'être venu. C'était vraiment malade. fun. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir gratuitement. Vous faites juste vous abonner à la chaîne, vous parler du projet, vous commentez, vous partagez. Si vous voulez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, il y a 2 façons d'y parvenir. Il y a Patreon, le lien dans la description. Sinon, vous pesez sur rejoindre, se joindre. Vous allez devenir membre exclusif. Ça, c'est les épisodes 3 semaines d'avance sans publicité, du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, à mardi prochain. Ciao, bye.